Alors bonjour, bonsoir. Donc, pour notre deuxième entretien sur la pratique de la pleine conscience intuitive. Donc, pour revenir sur la première conférence, pour être à jour par rapport à ceux qui l'auraient peut-être pas vu. Donc, la première conférence avait pour objectif de faire un genre de survol des principales applications de la pratique de la pleine conscience intuitive dans différents domaines de la vie. Donc, il y avait la santé, bon, il y avait plusieurs domaines qui étaient proposés, puis c'était un genre de conférence qui permettait de toucher un petit peu tous ces aspects-là. Pourquoi? Mais parce que justement, j'ai cherché à actualiser des enseignements qui étaient associés à chacun des volets qui étaient présentés lors de cette conférence-là. Et il y a donc une page de propositions qui vous est envoyée également, qui vous donne un peu d'indice de la proposition qui pourrait peut-être vous intéresser si vous avez envie d'explorer la pleine conscience intuitive pour vous-même, même s'il y a une introduction à la pratique vers un partenaire dans cet enseignement-là, c'est quand même une orientation plus claire sur soi et il y a tout un encadrement qui peut être proposé. Donc, ça, c'était le premier volet de la première conférence. Aujourd'hui, c'est une conférence un petit peu différente, puisqu'évidemment, je vais vous parler d'outils permettant de développer la pratique intuitive. Alors, évidemment, la pleine conscience intuitive de la première conférence, on n'avait pas d'outils, on y allait avec notre imaginaire. C'était un jeu imaginaire qui nous permettait de constater que dans ce jeu imaginaire-là, il y avait une forme de sagesse intuitive qui s'imposait à nous, avec lequel on apprenait donc à lui faire confiance, puis on peut faire un travail sur soi, un travail sur un partenaire à travers ce jeu-là. Aujourd'hui, évidemment, on va parler de ça aussi, mais avec des outils. Donc, vous allez voir que c'est une autre façon d'aborder l'intuition qui est intéressante aussi. Et qu'est-ce qui m'a amené à développer la spirale évolutive? Donc, d'abord, mon nom est Sylvain Bélanger, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, je pratique depuis plusieurs années, donc la pratique intuitive, des soins également, et j'enseigne aussi depuis plusieurs années. Et puis, j'ai aussi, bon, été un des premiers au Québec à avoir l'appareil de photographie Kilian, qui est un appareil qui permettait de mesurer l'énergie. Pourquoi j'avais cet appareil-là alors que je pratiquais l'intuition? Beaucoup de gens pouvaient se poser la question. C'est simplement que moi, j'avais toujours un désir de faire avancer les choses. Faire avancer les choses, c'est donc de finalement se dire, bon, mais c'est intéressant que l'intuition, évidemment, on puisse l'utiliser, mais c'est intéressant de la confronter, cette intuition-là, avec le concret. Alors, la photographie Kilian, c'était un appareil qui permettait de mesurer les méridiens d'acupuncture. Donc, ça nous permettait de faire des comparatifs, des évaluations comparatives entre les lectures intuitives que l'on faisait, que mes étudiants pouvaient faire, et les photographies Kilian que l'on pouvait faire des clients qu'ils recevaient. Donc, on pouvait faire des avant et des après. Donc, vous voyez, moi, j'ai toujours voulu eu une volonté, du moins, de faire avancer l'intuition pour qu'elle soit davantage reconnue comme étant quelque chose qui était réel, qui n'était pas simplement associé à des trucs hurluberlus. Ça a toujours été mon objectif. C'était pourquoi j'avais acheté donc cet appareil de photographie Kilian, que je l'ai utilisé pendant plusieurs années, que j'ai toujours encore, que j'utilise évidemment moins, mais c'est un appareil que j'ai beaucoup apprécié. Puis il y a plusieurs années, j'ai fait donc j'ai donc également écrit plusieurs livres que je vais vous présenter certains d'entre eux aujourd'hui. Et puis, il y a plusieurs années, j'ai fait un rêve, il y a peut-être 12 ans à peu près, je pense, 12, 13 ans, peut-être 14 ans même, sur... c'est un rêve qui m'a beaucoup touché parce que il y a certains rêves que l'on fait, que l'on sait qu'ils ne sont pas simplement que des rêves. Ils sont tellement limpides, tellement précis et tellement puissants qu'on sait quelque part qu'on se lève le matin, qu'on a reçu quelque chose qui avait une résonance pour nous qui était profonde. Et ce rêve-là, finalement, c'était une présentation d'images que j'avais vues qui était associée donc à l'être humain qui se composait de 7 familles d'âmes. Alors, ces 7 familles d'âmes-là sont en harmonie avec les chakras. Mais ce rêve-là m'a beaucoup impacté parce que ça a été vraiment comme, j'ai ressenti ça comme vraiment comme quelque chose qui avait vraiment une résonance profonde en moi, puis qui était vraiment associé aussi à un projet qui devait prendre forme. Quand je dis qu'il devait prendre forme, c'est parce que moi-même, je m'y sentais quelque part intéressé, hein. C'est-à-dire que j'ai raisonné avec, donc j'ai donné la valeur. Hein, j'ai pas été la victime qui se dit, oh mon Dieu, on m'oblige à faire quelque chose, hein. C'est plutôt, j'avais envie de le faire aussi. Il faut savoir que ce projet-là, finalement, est associé à un jeu de cartes. Alors, un jeu de cartes, il faut savoir que moi, j'ai commencé il y a bien, bien longtemps, plus que 30 ans. Pour ceux qui sont québécois, peut-être que vous le savez, vous connaissez peut-être l'émission de Richard Glenn, qui était à une certaine époque une émission, ça s'appelait l'ésotérisme expérimental. Et j'avais été à cette émission-là parce que je présentais un jeu de cartes qui s'appelait l'astrologie énergétique à l'époque, qui était une combinaison de l'astrologie et des chakras.
Et c'est un projet, quelque part, qui a pris forme, j'ai même enseigné ce projet-là. Puis à un moment donné, je me suis senti, j'étais très jeune, j'ai une vingtaine, même pas 25 ans, hein, quand j'ai fait ça, et je sentais quelque part que je me sentais pas prêt à lancer le projet puis à vraiment le faire vivre. Donc, je m'étais dit, je vais remettre ça plus tard. Et le plus tard a été finalement beaucoup, 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 beaucoup plus tard, puisque il y a eu ce rêve-là qui m'a ramené à ce projet-là. Et ensuite, bien évidemment, c'était la concrétisation. La concrétisation, je ne m'y attendais pas que ça soit aussi long, parce que ça a pris quand même une dizaine d'années, plus que une dizaine d'années, pour arriver à réaliser le projet. Et c'est ça un peu qui est la spirale évolutive. C'est devenu un gros projet. Pourquoi c'est devenu un gros projet? Bien parce que cette idée de reconnaître qu'il y avait 7 expressions humaines fondamentales, hein, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, lorsqu'on est dans une position d'alignement, chacun d'entre nous, on a 7 composantes humaines qui reflètent finalement ce qu'on pourrait appeler l'être humain dans sa version équilibrée, dans sa version épanouie, dans sa version quelque part mature. OK? Alors, ces 7 versions-là, quelque part, c'est les 7 familles d'âmes qu'on a tous en état de soi et qu'on doit apprendre à apprivoiser tout au long de notre vie. Alors, si on apprend à vérifier, justement, à apprivoiser ces 7 énergies-là, ben, on apprend donc justement à retrouver cette position d'alignement-là. Et c'était un peu ça le sens de la spirale évolutive, c'est qu'il y avait donc ces 7 familles d'âmes que je vais peut-être prendre le temps de vous expliciter très sommairement, puis de faire un petit peu les correspondances, parce que finalement, ces 7 familles d'âmes-là, ce qui était ce qui correspond à la spirale évolutive, c'est que ces 7 familles d'âmes-là se composent de conditions énergétiques. C'est-à-dire que moi, si je suis dans mon expression équilibrée du bâtisseur, par exemple, qui est le chakra racine, ben finalement, je suis à l'aise dans la matière. Je cherche à construire dans la matière une forme de collaboration avec la planète Terre. J'essaie de respecter la nature parce que je suis connecté avec la matière, mais en même temps, je comprends comment la matière fonctionne. Je comprends aussi les cycles de la vie et comment la vie, à quelque part, comment j'ai envie de la respecter, cette loi-là de la vie. Je n'ai pas envie d'exploiter la planète, j'ai plutôt envie de collaborer avec elle d'une façon la plus juste et harmonieuse possible. Donc, ça, c'était la première, c'était l'expression de l'âme. Maintenant, cette expression de l'âme, comment ça se fait que chacun d'entre nous, nous n'avons pas réussi à nous épanouir dans chacune de ces familles d'âmes-là? C'est que des blessures émotionnelles qui vont se produire tout au long de notre vie et qui vont nous éloigner de l'expression juste de chacune de ces familles d'âmes-là, ce qui va nous amener donc à développer des déséquilibres. Et il y a donc 7 conditions énergétiques, 7 déséquilibres, pourrait-on dire, qui ont été identifiés, ce qui veut donc dire que 7 chakras et 8 conditions énergétiques, 8 fois 7, ça fait 56 états, 56 principaux états de conscience qu'on va retrouver dans la spirale évolutive. Je peux vous montrer à quoi ressemble le premier livre qui a été écrit sur la spirale évolutive, c'est celui-ci. Qui s'appelle Découvrir votre spirale évolutive. C'est un livre de 700 pages. Donc, c'était pas prévu à l'origine que j'écrive un livre de 700 pages, mais avec les ordinateurs, maintenant, on peut écrire sans s'en rendre compte. À un moment donné, on découvre finalement qu'est-ce qu'on a écrit. On découvre finalement que quand on le met dans un livre, ben, ça devient un livre de 700 pages. Moi, je n'avais pas prévu. Je pensais que ça serait à peu près la moitié de pages que ça, mais bon, ça a été ce que ça a été. Et l'idée, évidemment, c'était de présenter dans ce livre-là, finalement, les 56 états de conscience et d'arriver justement à présenter, à étoffer finalement chacune d'elles, comprendre effectivement de quelle façon que ces familles-là d'âmes s'expriment et de quelle façon qu'on peut y avoir comme des perturbations qui peuvent se manifester à travers cela. Donc, pour revenir sur cette famille d'âmes-là, je vais vous les présenter avec justement une des conditions, je ne vous parlerai pas de toutes les conditions énergétiques, ça serait beaucoup trop long, mais je vais vous parler de l'hyperactivité et de l'hypoactivité de chacune des familles d'âmes. Donc, la famille d'âmes, c'est la voie équilibrée et il y a donc une expression hyperactive puis une expression hypoactive qui peut en résulter. Et je vais vous en faire un petit résumé qui va vous permettre d'avoir une idée de à quoi ressemble un peu cette notion de spirale évolutive, de mieux comprendre de quelle façon qu'on peut comprendre lorsqu'on se relie à soi-même ou à un partenaire de quelle façon qu'on peut percevoir le degré d'évolution d'un être humain, son degré de développement par rapport à cette famille d'âmes-là. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? C'est bon? Donc, pour parler de la première famille d'âmes, c'est donc le bâtisseur. Le bâtisseur, comme je disais tantôt, c'est celui qui recherche, qui reconnaît la matière. Hein, il vit sur Terre, puis il reconnaît quelque part que la planète Terre, elle fonctionne selon des règles et des lois qui sont pas, qui sont simplement les règles de la vie. Hein. Donc, le bâtisseur ne va pas se poser 1 million de questions. Il va regarder comment la Terre fonctionne, puis il va l'honorer.
Il va simplement respecter ces règles-là, puis il va chercher à collaborer avec ce que la matière finalement propose, hein, comment elle fonctionne, tout ça, dans le plus grand respect. Donc ça, c'est le bâtisseur équilibré. Maintenant, si on regarde, on pourrait parler, il y a donc des blessures émotionnelles qui vont engendrer donc des éloignements de cette nature-là. Et si on parle de l'hyperactivité, le chakra racine qui est hyperactif, ça veut donc dire que le chakra, il vibre beaucoup trop rapidement. Il y a une dépense énergétique inutile et le chakra est trop sollicité, hein, il y a trop d'énergie dans cette région-là. Alors, comment ça se fait qu'on va devenir hyperactif dans le chakra racine? C'est que lorsqu'on vit une blessure émotionnelle, on peut, par compensation, finalement, mettre beaucoup d'énergie dans ce chakra-là pour essayer quelque part de trouver un certain équilibre, ou en tout cas de trouver une certaine protection pour s'empêcher quelque part de souffrir. Et celui qui est hyperactif va devenir ce que moi j'appelle le matérialiste. Et le matérialiste, c'est qui? Mais c'est celui, à quelque part, qui va reconnaître que le seul moyen pour lui d'exister, c'est de passer par la consommation. La consommation, c'est de finalement chercher à acquérir et à remplir son espace de matière pour que cet espace de matière-là, finalement, soit tellement rempli de matériel qu'il ne soit plus en contact avec le vide, puisque parce que le vide le mettra en contact avec sa blessure. Et comme il ne veut pas, il va donc chercher à consommer, 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 consommer. Quand on regarde maintenant d'une façon collective l'humanité, on comprend que ce comportement que je viens de décrire est un comportement que énormément d'êtres humains ont adopté. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand on regarde la société de consommation dans laquelle on se trouve, on comprend évidemment que d'une façon collective, on a reconnu que cette compensation-là était tout à fait adéquate, tout à fait juste pour beaucoup d'entre nous, parce que ça nous permettait effectivement de pouvoir finalement faire rouler la machine, comme on dit. Faire rouler la machine, c'est donc finalement d'abuser d'une certaine façon la planète Terre, parce que le matérialiste ne cherche pas justement à respecter les règles et les lois de la vie, il cherche plutôt à consommer et à consommer tant et aussi longtemps qu'il en a. Hein, ça montre un peu ce qu'on voit aussi actuellement avec l'écologie, avec les abus qu'on voit quelque part qui sont manifestés face à la planète Terre, entre autres. Hein. Il y a une espèce d'exagération, comme si la planète Terre était sans fin. Hein. Les ressources qui l'animaient étaient sans fin. Alors qu'on sait qu'elles ont une fin et que si on ne respecte pas le rythme de la planète, ben, on va lui enlever à quelque part sa capacité à se régénérer à un moment donné à force de l'exploiter. Donc, le matérialisme, c'est ça quelque part. Et on est tous, à un degré plus ou moins important, matérialistes. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on vient d'une société qui nous oblige, en quelque sorte, à vivre ce sentiment cette obligation d'être dans la matière. Donc, ça, c'est une chose qui est importante. Puis, évidemment, l'objectif, quand on est dans cet espace matérialiste-là, c'est de devenir conscient justement qu'on a développé une certaine hyperactivité pour éviter de vivre, de connecter avec la blessure qui est souvent liée à l'abandon. Puis évidemment, ben, plus on va apprivoiser ça, mais plus on va retrouver une position plus équilibrée dans laquelle on va davantage respecter la matière et on va se rapprocher à ce moment-là du bâtisseur équilibré à ce moment-là. Est-ce que vous me suivez, ça va? Donc, l'autre versant maintenant du bâtiment, c'est l'hypoactif. L'hypoactif, ben, c'est évidemment ce que j'appelle moi la simplicité volontaire, c'est-à-dire l'individu qui ne va pas mettre beaucoup d'énergie dans son chakra racine et qui va donc finalement il va donc pas tellement vouloir s'incarner dans la matière parce que lui, il ne va pas trouver ça intéressant de s'alourdir dans la matière parce que sa blessure, lui, il va vouloir comme s'en dégager. Ainsi, l'hypoactivité, c'est qu'il ne met pas beaucoup d'énergie dans son chakra racine, donc il essaye de s'en dégager. Et en se dégageant, ben, il va évidemment être plus léger. Il va avoir envie de se retrouver avec le minimum de lourdeur matérielle parce que pour lui, ça correspond à la liberté qu'il recherche. Donc, vous voyez que c'est ces deux opposés. Puis encore là, évidemment, quand on regarde la collectivité humaine, on va retrouver un grand pourcentage d'humains qu'on pourrait définir comme ça. C'est des gens qui sont matérialistes, puis eux sont plus orientés sur la simplicité volontaire. Évidemment, il y a d'autres conditions énergétiques. Par exemple, dans l'hyperactivité, on va retrouver l'hyperactivité surchargée, l'hyperactivité épuisée. Dans le cas de l'hypoactivité, on va trouver l'hypoactivité surchargée, l'hypoactivité épuisée. Donc, vous voyez qu'on a déjà 6 conditions. Il y a l'équilibre et il y a le désalignement. Alors, je ne vais pas tous vous parler de toutes ces conditions-là, mais pour vous donner une image de ce que c'est quelque part que la spirale évolutive. Donc, ça, c'était concernant donc, le premier, c'est le bâtisseur. Quand on regarde la deuxième famille d'âme, qui est le communicateur, ben lui, à quelque part, c'est l'être humain qui apprend justement à se définir par rapport à la vie. OK? C'est un peu comme l'enfant qui naît sur Terre, qui apprend donc à vivre avec les lois de la matière. Puis après ça, ben, il apprend justement à se définir par rapport à cette matière-là. Définir par rapport à la matière, mais définir aussi par rapport aux êtres humains. Alors, le communicateur, lui, va chercher à développer cette position avec les êtres humains dans le désir de chercher à être le plus authentique possible.
L'authenticité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je suis authentique avec moi-même, c'est-à-dire j'accepte qui je suis. Accepter qui on est, c'est pas si facile que ça. Hein, quand on regarde la majorité d'entre nous, on arrive sur Terre, on n'a pas fait un choix conscient d'être là, mais finalement, on constate qu'on a des qualités, des défauts, des caractéristiques qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas. On a un physique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Vous voyez, on se fait imposer quelque part d'une certaine façon un certain nombre de choses. Et évidemment, le communicateur doit apprendre, donc justement, lui, dans son processus de développement, à accepter quelque part cette relation qu'il a avec lui-même, à reconnaître qu'il y a un corps et que ce corps-là, ben, il l'accueille, il l'accepte, tant dans sa dimension terrestre que sa dimension intérieure, donc les émotions, etc. Et cette communication authentique va l'amener inévitablement à développer une relation authentique avec son entourage. C'est ça un peu que le communicateur va rechercher. Et évidemment, quand on parle de ça, bien évidemment, c'est logique de penser que tous les êtres humains ont cette même recherche-là d'authenticité-là. Et évidemment, c'est sans doute assez juste. Sauf que quand on regarde qu'est-ce qu'on nous on en fait de cette authenticité-là en tant qu'humain, avec nous-mêmes, pour commencer, puis avec les autres, on se rend bien compte, à quelque part, qu'on n'a pas encore atteint la maturité requise pour être capable d'être dans cette authenticité-là, avec soi-même et avec les autres. Ce qui veut donc dire qu'il y a des blessures émotionnelles, hein, comme entre autres le rejet, c'est une blessure qui est assez fréquente dans le cas du communicateur, qui va finalement faire que l'individu va se sentir pas accueilli par son entourage et parce qu'il ne se sent pas accueilli, ou lui-même ne se sent pas, se rejette, comme il ne se sent pas dans cette position d'accueil, il va donc développer l'hyper et l'hypo, comme je disais tout à l'heure. Dans le cas de l'hyperactivité, beaucoup d'énergie dans le chakra, ce qui va entraîner donc ce que j'appelle moi le manipulateur. Ce sont des caricatures que je vous nomme, hein. Mais le manipulateur, qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'individu justement qui a compris qu'il peut avoir un pouvoir sur les autres. Parce qu'il faut savoir que l'hyperactivité, qu'est-ce que ça fait? C'est une énergie, l'hyperactivité, qui pousse vers l'extérieur. C'est-à-dire que quand je suis hyperactif, mon énergie devient inévitablement concentrée vers l'extérieur. Donc, quand je suis quelqu'un qui est donc quelqu'un qui recherche une certaine forme d'authenticité là et que je ne suis pas capable de l'assumer, je vais donc avoir tendance à vouloir imposer ma vérité à l'extérieur. Et quand j'impose cette vérité-là à l'extérieur, je risque d'être manipulateur parce que j'essaie justement d'imposer aux autres quelque chose. Donc, j'essaie de leur imposer par des arguments, par une tentative de persuasion, etc. Donc, inévitablement, une forme de manipulation qui va en résulter. C'est un peu comme l'exemple du vendeur dans un magasin. On rentre dans un magasin de souliers, on n'a pas besoin de souliers, mais le vendeur de souliers, lui, doit vendre un certain nombre de souliers dans la journée. Il ne se pose pas la question de savoir si on a besoin de souliers. Lui, il a l'obligation de vendre un certain nombre de souliers. Donc, il va faire en sorte, hein, par son argumentation de vente, de nous faire acheter des souliers. Le nombre de souliers, à quelque part, dont on n'a pas de besoin, mais qu'on va acheter quand même parce que c'est un bon vendeur, puis il va avoir réussi à nous manipuler en quelque sorte. C'est des caricatures que je vous raconte, mais pour comprendre un peu le concept. Alors que dans l'hypoactivité maintenant, ce que j'appelle, dans le cas de l'hypoactivité, c'est donc l'énergie qui n'est pas présente dans le chakra sacré et ça va entraîner souvent l'hypersensibilité. Alors, l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu, quelque part, qui reçoit de l'extérieur des influx, hein, c'est-à-dire des pensées, des émotions. Il y a plein de choses qui peuvent venir à moi. Et comme je suis hypersensible, ben, j'absorbe ça. Mais comme j'absorbe ça, je ne suis pas en mesure de l'exprimer. C'est-à-dire que je ne suis pas en mesure de prendre l'émotion qui est en moi et d'exprimer ce que je ressens. Hein, par exemple, je suis assis, je sens quelque part quelqu'un qui me regarde, j'ai l'impression que cette personne me regarde avec un certain regard sévère, j'ai l'impression quelque part que cette personne ne m'aime pas, et comme j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas, ben, je vais développer finalement une certaine forme de blessure intérieure, me disant, bon Dieu, pourquoi elle ne m'aime pas, j'ai rien fait, etc. Alors que finalement, cette personne-là, elle n'est pas en train de me dire, elle n'a pas nécessairement exprimé clairement qu'elle ne m'aimait pas. C'est moi qui interprète ça parce que j'ai ressenti ce regard sévère qu'elle avait vers moi et que j'ai interprété que c'était parce qu'elle ne m'aimait pas, parce que je suis hypersensible. Donc, vous voyez que l'hypersensibilité, c'est comme quelqu'un qui absorbe les choses. Et quand il absorbe les choses, finalement, il est pris avec. Et comme il est pris avec, il a tendance à ne pas être en mesure de les exprimer vers l'extérieur. C'est ça l'hypoactivité, hein. L'hypoactivité, c'est que tant l'hyperactivité, c'est un mouvement vers l'extérieur, l'hypoactivité, c'est un mouvement vers l'intérieur, dans lequel je vais avoir tendance, dans le cas du communicateur hypoactif, à tout garder en dedans de moi et être un peu comme une personne secrète, hein, qui ne dit pas rien. Hein, c'est une personne, elle ne parle jamais, on ne sait jamais ce qu'elle pense, mais finalement, elle vit plein de choses à l'intérieur d'elle-même, mais elle ne le partage jamais.
Donc, c'est ça un peu que l'hyperactivité, ça peut générer dans le cas de l'hypoactivité. Puis évidemment, on comprend que dans ces conditions-là, on n'est pas dans l'authenticité. On n'est pas dans l'authenticité avec nous-mêmes et on n'est pas dans l'authenticité avec les autres. Donc, ça crée une situation, effectivement, où on s'isole en quelque sorte et cet isolement-là n'est pas favorable. Alors, évidemment, quand on regarde ça maintenant d'un point de vue plus collectif, on comprend évidemment que le communicateur, on a un problème de communication. On est tous d'accord, je pense, depuis le COVID, on a bien vu que les conflits entre les êtres humains sont nombreux parce que justement, les gens ont tendance à porter attention à ce qu'eux croient, puis à ne pas vouloir communiquer. Hein, le simple fait qu'on puisse dire à quelqu'un, tu es un conspirationniste, dès que la personne a une avis qui est différente de nous, que nous, on juge comme étant injuste, ben, ça va être facile pour nous de la mettre dans une case en disant ça, c'est un conspirationniste et ça nous évite de discuter avec lui. Alors, vous voyez que ça, c'est un des pièges qu'on retrouve. Puis évidemment, quand on regarde les médias aussi, il y a eu quand même énormément de complications au niveau des médias. Pourquoi les gens ont plus confiance aux médias actuellement? C'est parce que les médias n'ont pas été en mesure d'être dans une forme d'authenticité dans leur façon de communiquer. Ils ont pris un biais qui était le leur, puis ça a fait que, évidemment, les gens n'ont pas senti quelque part nécessairement confortable hein, d'avoir seulement un regard qui leur était donné et qu'il n'y avait pas l'autre regard. Parce que finalement, dans l'idée humaine, pour qu'on arrive à une communication qui soit plus proche de l'authenticité, on doit tenir compte des deux points de vue. C'est-à-dire que s'il y a un point de vue à gauche, il y a un point de vue à droite. Et ces deux points de vue-là, finalement, ils se rencontrent, puis c'est ça qui va faire qu'il y a une forme de synthèse qui va en résulter, une forme de compromis qui va exister. Et actuellement, on a cette difficulté à le faire, et je pense que dans ce sens-là, collectivement parlant, quand on regarde la politique, le plus bel exemple, c'est la politique. Le nombre de mensonges qui sont exprimés en politique, c'est incroyable. On n'est pas du tout dans une recherche d'authenticité. Dans les médias, on trouve beaucoup malheureusement ça. Les publicités, c'est un exemple important, puisque dans la publicité, on ne cherche pas à dire la vérité, on cherche simplement à vouloir nous vendre quelque chose. Et pour vendre quelque chose, on va nous mentir. On va nous faire croire des choses qui ne sont pas nécessairement vraies concernant un produit. Donc, vous voyez, et c'est devenu naturel, ça. C'est-à-dire que nous, on accepte l'idée que quelqu'un puisse vouloir nous vendre quelque chose en nous apportant des arguments de vente qui ne sont pas nécessairement justes et vrais. Et ça devient normal parce qu'on se dit, ah ben c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, la vie. C'est pas vrai. La vie devrait fonctionner sur un concept de vérité où on devrait être capable de dire les vraies choses. Ça changerait complètement les conditions, mais ça demanderait évidemment que chacun d'entre nous soit capable d'assumer cette vision d'authenticité. Ensuite, il y a le guerrier également, qui est la troisième famille d'âme, qui est reliée au chakra solaire et qui se développe évidemment dans cette volonté que moi j'ai en tant qu'être humain d'être un leader. C'est un leader dans le sens d'assumer ma lumière. Assumer ma lumière, c'est simplement d'assumer qu'en tant qu'être humain, j'ai envie de prendre ma place. Alors, ma place, c'est la quoi? Ben, c'est je suis né sur Terre, donc j'ai une place, tout comme chacun d'entre nous avons une place. Malheureusement, il y a des êtres humains qui ont la chance d'avoir des places qui leur sont données, qui leur sont offertes, hein, dans lesquelles ils vont être beaucoup valorisés. Par exemple, quand on est un enfant et qu'on est bon dans un sport, par exemple, ben, on va être facilement valorisé par nos parents qui vont nous mettre sur un piédestal en nous disant t'es merveilleux, t'es fantastique, t'es extraordinaire. Donc l'enfant va bénéficier d'un statut privilégié qui va lui permettre, lui, d'assumer son rayonnement et d'assumer sa lumière. Alors que d'autres enfants qui vont malheureusement ne pas bénéficier de cette reconnaissance-là, puis ils ne vont pas avoir le sentiment qu'ils ont le droit à assumer cette lumière-là, qu'ils ont en eux aussi. Donc, c'est certain qu'on a tous la responsabilité un jour ou l'autre de porter notre lumière, c'est-à-dire d'incarner notre lumière, de faire en sorte que cette lumière-là qu'on a en soi, on puisse la faire rayonner. Et ça demande évidemment, bien sûr, qu'il y ait une démarche qui soit faite par chacun d'entre nous pour pouvoir parvenir à le faire. Donc, pour tout dire, donc finalement, ce que j'avais envie de vous dire concernant ça, c'est que le plexus solaire dans sa version équilibrée, mais c'est effectivement c'est un leader, c'est donc quelqu'un qui porte sa lumière, qui assume sa lumière et qui a un désir, lui, justement, de ne pas vouloir manifester une autorité envers les autres. Il a envie d'être un leader, mais a envie de reconnaître que chacun des gens qui sont autour de lui ont des qualités de leader aussi, qui peuvent être complémentaires aux siennes. Donc, il y a vraiment un phénomène de collaboration qui peut en résulter. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau quand on y pense. Hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps, la société, les compagnies, quelque part, il y avait un patron et il y avait cette espèce de compétition entre les gens qui faisait quelque part que chacun essayait de prendre la place de l'autre, etc. Et aujourd'hui, avec l'intelligence émotionnelle, que vous avez déjà sans doute entendu parler, il y a tout un autre regard
des entreprises dans lesquelles on reconnaît que la meilleure façon de fonctionner dans une entreprise, c'est lorsqu'il y a une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que les gens reconnaissent qu'ils n'ont pas besoin de prendre la place de l'un ou de l'autre, mais qu'ils peuvent collaborer ensemble. Et ce phénomène de collaboration va contribuer, évidemment, donc, à créer ce que j'appelle ce leadership positif, c'est-à-dire que chaque être humain devient des leaders, un leader, puis ce leader-là, ben, il tend la main à celui qui est à côté de lui, qui est un leader aussi. Puis il y a donc un phénomène de collaboration et de communauté, d'esprit de communauté qui peut en résulter, qui est beaucoup plus intéressant. Alors ça, c'est évidemment le sens idéal du terme. Alors évidemment, quand on sait qu'une blessure comme l'humiliation, par exemple, va souvent générer une perturbation dans le chakra solaire, et cette perturbation-là va amener l'hyperactivité, donc beaucoup d'énergie dans le chakra solaire, et ça va favoriser quoi? Ça va favoriser ce qu'on appelle le dominant. C'est le dominant, on en trouve dans la société aujourd'hui. Les dominants, ben, c'est ceux qui veulent rayonner, ils veulent être dans leur lumière, mais ils veulent en plus s'imposer aux autres. C'est-à-dire que leur lumière, ils la prennent, puis ils veulent noircir, mettre de l'ombre sur les autres. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde voit leur lumière, puis pas juste un peu, ils veulent qu'elle la voient beaucoup, beaucoup. Donc, ce sont des gens, quelque part, qui vont vouloir écraser les autres, bien souvent, pour faire valoir qu'ils existent à ce moment-là. Donc, il y a une exagération de leur rayonnement et de cette volonté d'avoir du pouvoir sur les autres. Alors que dans le cas de l'hypoactivité, qui est un manque de présence du chakra solaire, ce sont des gens souvent qui vont être dominés. Vous voyez, alors on retrouve encore une fois l'équilibre social dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire qu'il y a souvent des classes de dominants, puis il y a souvent des classes de dominés dans la société actuelle. Les dominants, mais c'est les gens quelque part qui sont à l'aise à rayonner, puis à prendre toute la place pour, d'une certaine façon, même écraser les gens autour d'eux, je fais des caricatures en le disant comme ça. Et puis évidemment, il y a ceux qui sont dominés, qui ont tendance justement à se mettre, à accepter quelque part d'être finalement ceux qui subissent les dominants. OK? Mais quand on regarde ça, je dis que c'est une caricature, mais quand on regarde la société telle qu'on la vit présentement, ben quelque part, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a des dominants puis des dominés. C'est-à-dire que les dominants, c'est ceux qui ont l'autorité, c'est ceux qui ont le pouvoir, et puis ceux qui subissent le pouvoir, ben, c'est souvent les gens qui sont dominés. Alors, évidemment, c'est une caricature, mais c'est quand même la situation dans laquelle on est. Et on peut envisager, dans la pratique chamanique, on dit souvent qu'il faut inventer, imaginer un monde meilleur. Imaginer un monde meilleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer justement à se rendre conscient qu'on peut, en tant qu'individu, chacun d'entre nous, inventer un monde meilleur. Puis, ce monde meilleur, comment peut-on l'inventer? C'est comme commencer à l'imaginer, à le voir, que ce monde-là, comment il pourrait être meilleur. On a compris qu'il pourrait être meilleur parce qu'on pourrait respecter les lois de la vie, les lois de la nature. Ça fait des années qu'on en parle. On n'a toujours rien fait, collectivement parlant, j'entends. On peut dire, oui, oui, c'est pas vrai, ils font des efforts, ils veulent imposer des trucs pour les voitures, etc. Mais en même temps, pour moi, quelque part, c'est un peu de la poudre aux yeux, parce que c'est pas de cette façon-là qu'on va respecter mieux la nature. Respecter mieux la nature, c'est pas de, tu sais, prendre des voitures quelque part puis les mettre dans un stationnement ou de les détruire, je sais pas. Ça va pas nécessairement ça crée pas nécessairement des solutions. C'est beaucoup de brume qu'on met là-dedans, tu vois, beaucoup de brouillard là-dedans. Donc, mais en même temps, c'est ça que finalement qu'on doit apprendre à reconnaître, nous, en tant qu'être humain, individuellement, c'est de quelle façon que je peux respecter mieux la nature, de quelle façon je peux être plus vrai avec moi-même et les autres, et de quelle façon que je peux euh, m'incarner à ma lumière tout en collaborant avec la lumière des autres. Ce sont des belles compétences humaines, ça, qu'on peut tous, chacun de nous, pouvons les développer dès maintenant, tu vois. Le quatrième chakra, c'est le serviteur. Le serviteur, qu'est-ce qu'il met en évidence, lui? C'est l'idée que dans la pratique chamanique, le serviteur, chez chakra du cœur, c'est vraiment la maturité. La maturité, pourquoi je dis ça? Parce qu'un homme ou une femme, lorsqu'elle se trouve dans une position d'alignement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a apprivoisé sa capacité de marquer le sol, sa capacité de s'assumer dans cette position de verticalité, de reconnaître ses besoins de sécurité, de reconnaître ses besoins affectifs et émotionnels, de reconnaître son envie de s'affirmer, de prendre sa place et de s'aimer. Le cœur, c'est l'amour de soi. Donc, l'amour de soi, lorsqu'on est capable de s'aimer, on est capable de s'assumer en tant qu'adulte. On est capable de se dire, ben moi, Sylvain Bélanger, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'aime tel que je suis.
Et en fait, beaucoup d'êtres humains n'arrivent jamais à cette étape-là parce qu'on ne leur enseigne pas à s'aimer tels qu'ils sont. On leur demande souvent, quelque part, de devoir se conformer, de devoir s'adapter à une société qui n'est pas nécessairement en accord ou en harmonie avec leurs besoins. Donc, on sont obligés, quelque part, de faire plein de compromis pour être acceptés socialement parlant, mais dans ce sens-là, ils ne peuvent pas arriver à s'aimer. Donc, l'idée du chakra du cœur, c'est vraiment de reconnaître cet amour de soi qui implique l'individualisation, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, si je m'aime, je m'individualise parce que je reconnais que j'ai des besoins qui me sont propres et que la société ne peut ne pas nécessairement correspondre à mes besoins à moi. Donc, ça veut donc dire que je m'individualise. Ça veut donc dire quelque part que si j'apprends à m'aimer, je reconnais un chemin qui est le mien et je reconnais effectivement que parce que je m'aime, j'ai envie de collaborer avec d'autres êtres humains, mais dans un objectif de maturité, de dire, moi, je m'aime à ma façon, j'ai envie de créer un monde qui corresponde à un monde meilleur et j'ai envie d'apporter ma plus belle version pour que ce monde meilleur-là puisse prendre forme. Donc, c'est ça un peu que le serviteur équilibré va exprimer, c'est-à-dire c'est un être qui a une certaine maturité et qui a envie, quelque part, de participer au monde, mais en sachant quelque part que le monde qu'il voit n'est pas un monde parfait et qu'il cherche, lui, à travailler dans l'objectif que ce monde-là puisse être meilleur. Et dans ce sens-là, évidemment, il va donc servir l'humanité tout en se respectant, tout en s'aimant. C'est un défi, à quelque part, qui n'est pas évident à mettre en place, puisque quand on parle de service, très fréquemment, le service va impliquer qu'une personne va se donner trop fortement envers son entourage. Ce qui nous amène donc à l'hyperactivité, hein. Donc, la blessure du cœur, du chakra du cœur, c'est souvent la trahison. Et la blessure du cœur va donc engendrer donc l'hyperactivité, donc trop d'énergie dans le chakra du cœur. S'il y a trop d'énergie, ça va traîner la personne qui est trop dévouée. Alors, quand on est trop dévoué, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'oublie, on se donne aux autres, et en se donnant aux autres, ben, les autres, à quelque part, ben, vont profiter de nous. Ça, c'est une règle, malheureusement, hein. Plus je donne, plus les gens vont prendre, bien souvent, malheureusement. Et dans le cas de l'hypoactivité, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est la fermeture du cœur. Donc, je me renferme sur moi et je ne veux plus donner, je ne veux plus me dévouer, je ne veux plus rien faire pour personne, je veux juste penser à moi. Donc, vous voyez, ça, c'est des tendances extrêmes, encore là, qu'on retrouve dans la vie, encore une fois, collectivement. Et on a tous des gens, nous-mêmes, avons sans doute déjà expérimenté ça aussi, hein. Plus je me donne, plus à quelque part les gens vont me prendre. Donc, on sait que dans la société, on va rencontrer des gens qui sont des preneurs. Des preneurs, c'est qui? Ce sont des gens qui sont avides de tout prendre, qu'est-ce qu'on peut leur donner. Et il y a des donneurs. Les donneurs, c'est qui? C'est les gens qui sont à l'aise à donner, 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 donner. Vous voyez, ils sont à l'aise, eux, à donner constamment. Donc, vous voyez quelque part que c'est le concept des vampires, hein. Les donneurs, les preneurs, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'un preneur va être à la recherche d'un donneur, puis un donneur va être à la recherche d'un preneur. C'est comme si ça jouait à deux, ça, cette mécanique-là, hein. C'est pas un qui fait que l'autre existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un tempérament à donner naturellement, puis il y a des gens qui ont un tempérament à prendre naturellement. Alors, évidemment, il faut trouver la voie équilibrée là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis à l'aise à prendre que je vais prendre toute ma vie. Je dois à un moment donné me rendre compte que j'ai peut-être à apprendre, donc à aussi être capable de donner plutôt que simplement de tout le temps prendre. Vous voyez, c'est comme un équilibre qui doit être manifesté à ce niveau-là. Puis évidemment, ça touche la maturité de l'humain, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, ben, on ne peut pas tout le temps être dans une position d'être opportuniste à prendre tout ce qui passe autour de soi. Un jour ou l'autre, on doit contribuer à la société, on doit faire des choses pour la société. C'est normal, ça fait partie de la vie. Est-ce que vous me suivez par rapport à tout ça, ça va? Oui. Donc, après ça, évidemment, les créateurs. Le créateur, c'est le chakra de la gorge. Donc, dans le développement humain, le chakra de la gorge ouvre la porte donc vers le ciel, c'est-à-dire c'est que les quatre premiers chakras sont davantage reliés à l'enracinement, à l'ancrage, la relation avec l'énergie tellurique de la Terre. Et le cinquième chakra, lui, nous ouvre la porte vers le ciel, c'est-à-dire qu'il nous fait comprendre effectivement que quand on s'ouvre vers le ciel, on commence à réinventer notre vie. C'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte qu'il est possible pour nous de ne pas être simplement l'ancienne version de nous-mêmes. Parce que les quatre premiers chakras correspondent quand même à un développement humain dans lequel j'ai appris à m'accepter et à m'aimer tel que je suis. Le chakra de la gorge, c'est quand je commence à me rendre compte que je pourrais être autre chose. C'est là qu'on parle de créativité, c'est là qu'on parle d'inventivité. Ce sont des gens qui sont les créateurs qui vont souvent être capables de voir le monde avec des yeux différents. Donc, ils vont être capables de se voir dans une vision différente. Ils vont être capables d'être original dans leur façon de se comporter, dans leur façon d'envisager les relations amoureuses, etc., etc. Puis ils vont avoir envie, effectivement, de voir le monde avec des yeux réformateurs pour contribuer au monde avec des nouvelles façons de voir les choses pour faire avancer la collectivité humaine. Donc ça, c'est beaucoup les créateurs qui vont chercher à exprimer ça. Ce sont des êtres inspirés parce qu'ils ont un petit peu comme une longueur d'avance sur les autres êtres humains parce qu'ils sont connectés vers le ciel.
Et ces gens-là, évidemment, il y a l'injustice individuelle qui va être la blessure fréquente pour le chakra de la gorge, qui va entraîner donc l'hyperactivité. L'hyperactivité, évidemment, c'est le créateur, le créatif, mais qui devient dispersé. Pourquoi il est dispersé? C'est qu'il est tellement absorbé par le ciel que lui, il a 25 idées à la seconde. Donc, vous comprendrez que 25 idées à la seconde, ça fait que c'est peu reposant. Hein. Quelqu'un qui est comme ça, on est avec quelqu'un à côté de nous qui est comme ça, ben, il est toujours en train de changer d'idées, il y a toujours plein d'idées, il y a toujours plein de projets, sauf qu'à quelque part, il n'est pas enraciné, il n'est pas ancré. Il a la difficulté justement à mettre au monde les idées qu'il a, parce que justement, ça bouge tout le temps, ça bouillonne constamment, qu'il n'est pas capable de se déposer à cause de ça. Dans le cas de l'hypoactivité, donc peu d'énergie au niveau du chakra de la gorge, ça va être ce que j'appelle le routinier. Alors, vous voyez, on tombe dans l'opposé carrément. Le routinier, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui ne veut surtout pas avoir des idées créatrices parce qu'à quelque part, ça viendrait le bouleverser, ça viendrait le remettre en question sur ce qu'il est. Donc, le routinier, lui, il ne veut surtout pas rien remettre en question, il ne veut surtout pas, quelque part, euh, faire des choses différentes dans sa vie. Ce qu'il veut, lui, finalement, c'est de toujours recommencer les mêmes choses chaque jour, que la journée, à quelque part, soit la plus proche de ce qui était hier, et ainsi de suite. Alors, évidemment, ça cache quelque chose. Hein, ça cache, évidemment, quelqu'un qui a peur, évidemment, de cet élan créateur qui est en lui, parce que l'élan créateur le mettrait dans une position où il serait obligé, quelque part, de réinventer sa vie, tu vois. Et on sait, ça représente beaucoup d'êtres humains, beaucoup d'entre nous. Hein. On peut donc être créateur. Créateur, finalement, c'est reconnaître qu'on puisse amener des changements dans notre vie. Et on peut concevoir qu'il y a des gens même des gens qu'on connaît, hein, qui ont très, très peur du changement. Très, très peur du changement. Elles veulent à tout prix, finalement, contrôler leur vie pour que le minimum de changement se manifeste dans leur vie parce que ça leur fait peur. Donc, vous voyez quelque part que ça contribue aussi encore à deux classes d'humains que cette démarche-là. Ce que j'ajouterais par rapport aux créateurs, c'est que quand on regarde ça d'un point de vue collectif, par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement, le créateur va souvent faire référence à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Pourquoi je parle de ça? Parce que le créateur, c'est quand même cet être qui a une capacité, donc, de manifester de l'intelligence. OK? Et cette intelligence-là, quelque part, elle est souvent créative, intuitive, etc. Mais évidemment, dans le désordre collectif relié au chakra de la gorge, on peut certainement envisager que l'intelligence artificielle en est un. Je ne veux pas dire que c'est négatif, l'intelligence artificielle, quoique en le disant comme ça donne cette impression-là, mais il y a un danger assurément. Il y a un danger, effectivement, que l'intelligence artificielle nous éloigne de l'être humain que nous sommes et nous amène à nous éloigner à un point tel que ce que nous avons de créatif en nous, ben, nous le perdions parce que justement, on devienne quelque part un peu comme, j'allais dire, des locumènes pour faire une grosse exagération. Des locumènes, ça veut dire quoi? Mais des gens, quelque part, qui perdent leur conscience créative au détriment de l'intelligence artificielle qui, elle, devient quelque part cette expression créatrice de l'être humain que nous sommes. Et que nous, ben, quelque part, on devient un peu comme on soit dépossédé de ça. Et ça, c'est un danger, évidemment, qui est réel actuellement dans l'évolution de la conscience humaine présentement. Le chakra frontal, maintenant, qui est le philosophe, qui est donc le sixième chakra, et dans le développement, le sixième chakra met en évidence cette notion de témoin. Le sixième chakra, c'est le philosophe, et le philosophe, évidemment, c'est l'être qui a une certaine maturité, une certaine compréhension des choses de la vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, il y a une personne qui va venir le voir, puis il va lui faire part quelque part d'un problème que cette personne-là a, et le philosophe va être capable de lui refléter des solutions. Il va être capable de lui expliquer quelque part qu'est-ce qui se passe dans sa vie. C'est quelqu'un qui a une forme de sagesse intuitive et dans ce sens-là, il va être en mesure donc de donner un regard différent sur la situation et les problèmes de la vie que la personne peut avoir. Évidemment, le philosophe va être aussi quelqu'un qui va poser un regard sur la collectivité humaine. Il va avoir tendance justement à croire qu'il est possible d'amener des transformations dans le monde parce que justement, il va donc avoir un regard de sagesse et d'intelligence, puis il va avoir envie quelque part donc de transmettre cette sagesse et cette intelligence-là par exemple, dans un livre, dans un mouvement spirituel, un mouvement politique, un mouvement social. Il va avoir envie, effectivement, de poser un regard sur la collectivité humaine pour que l'être humain, quelque part, puisse évoluer et progresser. Et ça va être souvent donc un sage qui va donc travailler soit au niveau individuel et plus spécifiquement au niveau du collectif aussi, puisque ses compétences vont favoriser cela tout simplement. Et ça, c'est le philosophe dans son élan équilibré. Maintenant, si on tombe dans l'hyperactivité du philosophe, ben, l'hyperactivité, ça va générer évidemment ce qu'on appelle l'intuitif. Mais l'intuitif, finalement,
qui se retrouve dans une position où il est trop intuitif, justement. Il est un hyper-intuitif. Tu sais, quand on est hyper-intuitif, on perd un peu connexion avec la réalité et on peut finalement se raconter des trucs. Hein, par exemple, je vais donner un exemple très exagéré, mais je pourrais me dire, ben moi, je viens de la planète Sirius et cette planète Sirius-là, quelque part, me rappelle que je suis dans une incarnation, j'étais Jules César, puis que dans une autre vie, ben, quelque part, j'étais connecté avec les gens de Vénus. Puis il y avait par ma petite cheville, ben, j'étais connecté avec les uns dans une autre époque, dans les collectivités. Vous voyez, alors, c'est comme une espèce de situation où tu écoutes la personne et à mon avis, ça se rapproche d'une forme d'irrationalité. C'est-à-dire que l'intuition peut, à un niveau excessif, devenir quelque chose d'irrationnel. Et l'hyper-intuitif, bien évidemment, c'est ça que ça risque d'avoir. C'est-à-dire que l'hyperactivité va l'amener, lui, à avoir une aisance à développer des intuitions, mais des intuitions qui ne sont pas ancrées à la matière, donc qui vont devenir effectivement quelque chose qui va apparaître un petit peu comme déconnecté de la réalité, en fin de compte. Alors que dans l'hypoactivité, on va retrouver ce que j'appelle, moi, l'esprit scientifique. Alors, l'esprit scientifique, c'est tout le contraire de l'hyperintuitif. C'est celui qui repose sur la réalité terrestre, hein, c'est-à-dire que lui va dire, bon, ben, selon telle personne, on a démontré que la planète Terre fonctionne de telle façon, puis selon telle autre personne, ben, on a démontré que c'était telle chose, et selon telle autre personne, on a démontré telle autre chose. Donc, vous voyez, le scientifique lui, va reposer sur les lois humaines. Il va dire, ben, la vérité, quelque part, c'est tout ce que l'être humain a pu réussir à démontrer jusqu'à maintenant. Et tout ce que l'être humain n'a pas réussi à démontrer jusqu'à maintenant, ben, ça n'existe pas. C'est comme si lui ne va pas vouloir reconnaître ce que l'être humain n'a pas reconnu encore parce que justement, le scientifique n'a pas un esprit quelque part où il repose sur la connaissance humaine, point à la ligne. Donc, il ne va pas reconnaître tout ce qui est plus subtil, en quelque sorte. Donc, ça, évidemment, vous comprendrez ici qu'on vit dans une ère, dans une époque où cette dualité, elle existe encore, puis elle existait il y a bien longtemps aussi. Elle a toujours été omniprésente, je dirais. Puis que l'idée du philosophe, c'est de créer un équilibre entre les deux hémisphères cérébraux. L'intuitif et le rationnel doivent apprendre à communiquer et collaborer ensemble. Et actuellement, malheureusement, on a tendance justement à choisir l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'on valorise énormément l'aspect intuitif ou on valorise énormément l'aspect plus rationnel. Et on a la difficulté à trouver un équilibre entre les deux. L'équilibre entre les deux, ben, dans la tradition chamanique, quand on parle de développer l'intuition, on parle de trouver une position de témoin. Et la position de témoin favorise les deux. C'est-à-dire que nos intuitions vont être comprises parce que notre mental va prendre ces intuitions-là et il va les articuler autour d'une pensée qui va lui permettre ensuite de verbaliser à quelqu'un cette vérité-là. Vous me suivez, ça va? Ensuite, le dernier chakra, c'est le chakra, c'est la famille des spirituels, c'est le chakra couronne. Alors, celui-ci, évidemment, c'est lié à la réalisation de soi en général, le chakra couronne. Et évidemment, le spirituel est un être justement qui est accompli. C'est-à-dire, c'est un être qui a accompli un cycle de vie. Il a reconnu quelque part qu'il avait à faire, il a fait ce qu'il avait à faire sur Terre. Et parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire, ben, il n'est plus dans cette espèce d'envie, à quelque part, de se mettre dans un processus actif, d'être dans l'action, etc. Donc, c'est souvent la personne qu'on va avoir envie de se rapprocher d'elle parce que c'est une personne qui dégage quelque chose de sage, de mature, de rayonnant, parce qu'il y a un accomplissement qui est là, puis un sentiment de paix, de tranquillité. Donc, souvent, ce sont des gens qui vont dégager une certaine énergie d'apaisement, qui vont faire que des gens vont avoir envie de se coller sur eux. Mais ces gens-là, ces spirituels-là, ne vont pas nécessairement avoir grand-chose à communiquer parce qu'ils ont accompli des choses. Donc, ils sont simplement dans un état de béatitude, pourrait-on dire, et les gens vont avoir envie de se rapprocher d'eux pour bénéficier de ce sentiment de béatitude-là sans pour autant passer par le mental. Alors que dans le philosophe, on va beaucoup passer par l'activité mentale parce que c'est un sage qui a des choses à dire. Alors que le spirituel, il a accompli des choses, donc il n'y a plus grand-chose à dire. Il y a juste à expérimenter un bien-être et à faire expérimenter le bien-être autour de lui. C'est ce qu'on retrouve souvent dans certaines ce qu'on entend parler de gourou à quelque part, mais un gourou à quelque part, il y a le gourou qui parle, mais il y a le gourou à quelque part qui est au sommet de la montagne et qui ne dit rien parce qu'il médite et que les gens vont aller près de lui, non pas pour écouter ce qu'il a à dire, mais simplement pour bénéficier de l'énergie qu'il exprime, qu'il rayonne. C'est un peu ça qu'on va retrouver aussi. Et puis quand on regarde donc le spirituel, le spirituel, lorsqu'il est perturbé, ben, ce qu'on va retrouver, c'est souvent donc, il y a deux grandes appellations. Dans l'hyperactivité, on va souvent faire référence au danger du sectarisme. Parce que le spirituel, lorsqu'il est blessé, il a l'impression, parce que la blessure
qui est relié au spirituel, c'est souvent l'injustice spirituelle. Donc, justement, le sentiment qu'on a un sentiment de réalisation, mais en même temps, Dieu, entre guillemets, n'est pas gentil avec nous. C'est-à-dire qu'on a beau avoir l'impression de s'être réalisé, on a l'impression quelque part que on n'a pas le droit à un traitement de faveur de la spiritualité, de l'univers. Et comme on n'a pas le droit à cette faveur-là, on se dit, ben Dieu, t'es un menteur, t'es un incorrect, moi je suis fâché contre toi. Et à ce moment-là, on va construire effectivement, notre ego va vouloir prendre plus de place, puis il va vouloir dire, ben, si tu n'es pas capable de faire le travail, moi je vais le faire. Vous voyez, c'est un peu ça le concept du spirituel. Moi je vais le faire, je vais vous montrer, moi, que je suis meilleur que toi, Jésus, ou Dieu. Et là, je vais commencer justement à créer ce qu'on appelle la secte. La secte, évidemment, c'est de construire un mode de fonctionnement fermé dans lequel on va dire, ben voilà, moi je suis Dieu et voici les gens quelque part qui me suivent et qui croient que je suis Dieu et on va construire un mode de fonctionnement comme ça. Évidemment, c'est une caricature, hein, mais c'est pour refléter un peu les pièges aussi, donc associés au spirituel. Il y a l'ego qui peut donc se manifester parce que justement, on a un sentiment de vivre une insatisfaction et ça peut nous amener donc à créer le concept de la secte. Et puis, évidemment, dans le cas de l'hypoactivité, on va parler de l'existentialisme. C'est celui, à quelque part, qui se lève le matin en se disant, mais pourquoi je me lève? Pourquoi je respire? Pourquoi je devrais aller travailler? Pourquoi je devrais faire ceci? Pourquoi je devrais manger? Vous voyez, cette espèce de personne qui se pose un million de questions sur le sens de la vie. Parce que lui, il ne voit pas d'intérêt au sens de la vie. C'est comme s'il avait l'impression, justement, que toute la vie, à quelque part, n'avait pas de sens. Donc, il est dans un questionnement perpétuel. Et ce questionnement perpétuel, bien évidemment, l'éloigne euh, de sa spiritualité, bien sûr. Est-ce que vous me suivez donc par rapport à ça? C'était les 7 familles d'âmes que je viens vous présenter très sommairement, mais pour vous montrer un petit peu l'idée de ce que c'était. Est-ce qu'il y a des questions concernant ça? Oui, Louise. Est-ce que c'est possible d'avoir de l'hypo et de l'hyperactivité et de l'équilibre en même temps? Oui, mais ben, en fin de compte, je te dirais que toute la définition que je t'ai présentée, quelque part, oui, c'est-à-dire que quand je dis justement que c'est un concept qui n'est pas rigide, ce que je viens de vous proposer, c'est que finalement, les états de conscience, j'appelle ça des états de conscience, pas pour rien. Parce qu'un état de conscience, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je suis animé par les 56 états de conscience, 56 principaux états de conscience. Il y en a bien plus que ça. C'est illimité, en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'il y a des nuances, comme tu viens de dire. Les nuances, c'est que j'ai un 5% d'hypo, j'ai un 10% d'hyperactivité, j'ai un 15% de ceci, j'ai un autre. Tu vois, c'est un genre de patchwork, finalement. Ce qu'on est, c'est un patchwork d'un ensemble de, de, de rayonnements énergétiques qui se retrouvent dans nos chakras et qui font quelque part ça qui va complexifier notre personnalité, qui va faire qu'on n'est pas tous pareils, c'est qu'on va finalement se retrouver à constater que dans certaines circonstances, on a un état de conscience hyperactif qui se manifeste. Dans d'autres circonstances, on devient hypoactif. Dans d'autres circonstances, on est équilibré. Dans d'autres circonstances, on est désaligné. Dans d'autres circonstances, on est surchargé, on est épuisé. Tu vois, on est tout le temps dans cette espèce de, c'est un peu comme une musique, là, quelque part, qui change constamment de variation selon les événements de la vie et les situations. Donc, le but, ça serait essayer de trouver le meilleur équilibre possible. C'est ça exactement. Puis ça se fait comment? Mais ça se fait évidemment, on va le voir à mesure que la conférence va avancer, mais ça se fait dans l'idée quelque part que les 7 familles d'âmes, finalement, dans leur version équilibrée, témoignent d'une maturité. Cette maturité, c'est pas moi moi j'en parle dans la spirale évolutive, mais je pense que ces 7 composantes-là d'équilibre font partie quelque part de l'objectif qu'un être humain, que tout être humain doit viser quand on regarde les 7 vertus humaines, pourrait-on dire. C'est la spirale évolutive reflète un peu des vertus humaines que si on a toutes développé ces vertus-là, on est quelqu'un de très équilibré et de très humain finalement, tu vois. C'est ça un peu l'idée. Donc, on a tous un travail, puis selon chacun d'entre nous, ben, on va constater, par exemple, ah ben moi, mon gros problème, c'est la communication, par exemple. Je le vois bien, là, j'écoute Sylvain, puis il me dit, ah, c'est la communication, ou, ah ben non, moi, mon problème, c'est la créativité. Je me fais pas, je m'ouvre pas à cet aspect-là. Je sais que j'ai en moi un grand potentiel créateur, mais je me permets pas de le voir. Tu sais, donc, on est tous capables d'identifier un chakra dominant, en fin de compte, et ce chakra dominant-là ben, nous éloigne justement de, 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 de l'équilibre, puis nous éloigne quelque part des autres composantes. Donc, plus on apprend à découvrir chacun de ces chakras-là, plus on apprend à développer une certaine forme de reconnaissance de chacun des états de conscience qui sont en nous. C'est comme ça qu'on peut arriver à développer une plus grande harmonie avec soi. Merci, jeune homme. Merci. Donc,
OK, donc ça, c'était concernant donc, les sept familles d'âmes, les blessures émotionnelles, les 56 états de conscience. Comme vous l'avez compris, quelque part, c'est un jeu. Et c'est dans ce sens-là, évidemment, qu'est venue la spirale évolutive. C'est que comme c'est un jeu, ben, ça veut donc dire quelque part qu'il est possible d'apprendre à reconnaître qu'à l'intérieur de moi-même, toutes ces énergies-là, ben, je peux apprendre à les explorer, à les expérimenter. Donc, le voyage de la pleine conscience intuitive, qu'est-ce que c'est? C'est de développer une capacité donc de voyager à l'intérieur de moi pour reconnaître chacune de ces énergies-là qui sont en moi, de reconnaître donc s'ils sont équilibrés, hyperactifs, surchargés, épuisés, désalignés, etc. Et d'apprendre effectivement par le questionnement, la déprogrammation, les soins, de chercher à rétablir le plus possible ces structures de mes chakras-là. C'est ça un peu le sens du voyage de la spirale évolutive qu'on cherche à développer. Puis évidemment, dans un premier volet d'enseignement qui est proposé en spirale évolutive, ce qu'on cherche à faire, c'est simplement donc de découvrir un petit peu la grille de lecture telle que je vous l'ai proposée, mais aussi également de développer des méditations pour apprendre justement à reconnaître ces énergies à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que quand on reconnaît ces énergies à l'intérieur de soi, on est en train donc de s'ouvrir à notre capacité à développer notre intuition par rapport à cet univers-là. C'est-à-dire qu'on reconnaît que ben, mon chakra racine est relié au bâtisseur, le bâtisseur, ben, il me fait vivre des choses. On apprend donc à établir une relation avec chacune de ces sept composantes-là et d'apprendre justement à identifier la condition énergétique qui est associée à chacun d'eux. Ça devient un peu comme une danse finalement qu'on effectue à l'intérieur de soi. Et à travers cette danse-là, on apprend à faire vivre les concepts théoriques que je viens de vous proposer pour qu'ils deviennent de plus en plus vivants à l'intérieur de soi. Et c'est comme ça qu'on va arriver justement à développer une compréhension plus importante. Il y a une question qui me posait, est-ce possible que les couleurs froides comme le bleu soient plus difficiles à voir? Moi, je te dirais ça plutôt autrement. Je dirais que il est possible que toi, tu aies une difficulté avec la couleur bleue davantage, que c'est plus difficile à percevoir. Puis encore là, je reviens avec l'idée qu'il y a trois sens de communication principaux dans la perception intuitive. Il y a le visible, la vue, la sensation et entendre. Donc, les couleurs, on pense tout de suite à couleurs, donc voir, mais on peut ressentir des couleurs ou on peut entendre des couleurs, tu vois. Et dans ce sens-là, bien évidemment, on doit vraiment se rappeler que les trois modes de communication sont possibles. Et je te dirais que euh, l'apprentissage des sept chakras et des sept couleurs associées aux chakras, parce que les couleurs sont associées aux chakras, bien évidemment, c'est tout relié justement à cette capacité que moi j'ai d'apprivoiser l'énergie d'un chakra et de l'intégrer en moi. Alors, si par exemple j'ai un problème avec mon chakra solaire ou mon chakra de la gorge, chakra bleu, ben, c'est possible, évidemment, que cette difficulté que j'ai d'être en harmonie avec mon chakra de la gorge, ben, fait que j'ai la difficulté à me relier à la couleur bleue qui est associée au chakra de la gorge. Et dans ce sens-là, évidemment, tout le processus de l'apprivoisement de la pratique intuitive ben, me permet d'apprivoiser cette énergie-là, être capable d'être de plus en plus en harmonie et en paix avec les couleurs associées donc au chakra. Est-ce que je réponds à ta question, Marise? Tu me diras. C'est plus de la prise de conscience de la connaissance de soi et du discernement que de l'intuition, non? C'est plus de la prise de conscience de la connaissance de soi et du discernement que de l'intuition, non? Alors, en fin de compte, bien sûr, maintenant, la pratique intuitive, évidemment, la pratique intuitive, finalement, pour ceux qui ont vu la première conférence, euh, c'est un jeu imaginaire. Et ce jeu imaginaire-là, évidemment, il y a plusieurs niveaux comment dire, d'apprentissage, d'apprivoisement qui font qu'on peut rester à un niveau très superficiel dans notre démarche intuitive ou on peut aller beaucoup plus loin. Alors, je vous rappelle les étapes de ce qu'on avait vu dans le premier enseignement, c'est-à-dire que donc il y a la technique, il y a la lecture intuitive consiste justement à décrire ce qu'on voit, entend et ressent, de questionner la perception imaginaire de façon à ce qu'elle puisse nous répondre. Ensuite, la déprogrammation et le soin. Donc, ce sont toutes les étapes qui vont faire qu'on va être capable d'arriver à constater quelque chose de fluide qui va se manifester entre moi et mes perceptions. Et cette fluidité, c'est ça qui va me permettre de développer l'intuition, tant sur moi-même que sur un partenaire, puisqu'évidemment, la pratique de la pleine conscience intuitive s'adresse à soi-même, mais on peut le faire sur un partenaire aussi, bien sûr. Donc, une couleur que l'on n'aime pas et qui nous rebute reflète un problème personnel de chakra. C'est,
je ne veux pas faire de règles de loi, mais c'est certain que si on a une couleur qu'on n'aime pas du tout, on peut effectivement prendre le temps de s'adresser à cette couleur-là et lui demander effectivement quelle est la raison d'être, pourquoi on n'aime pas quelque part cette couleur-là. Hein, ça peut être relié donc à une expérience de vie. Hein. Par exemple, quand j'étais enfant, ma mère m'imposait une couleur que je devais porter, puis moi, ben, je me sentais pas entendu parce que j'avais envie de porter d'autres couleurs et on me l'a imposé. Donc, vous voyez, il y a des connotations émotionnelles qui peuvent être reliées à ça. C'est sûr que le voyage qu'on fait à l'intérieur de nous-mêmes, qu'est-ce que c'est? C'est un voyage dans lequel on ne part pas du principe intellectuel des choses, mais on accepte l'idée que notre perception imaginaire, justement, va prendre de la place dans notre discours, puis elle va prendre tellement de place que nous, on va apprendre à se taire, puis on va reconnaître que la perception imaginaire, elle est sage et elle est intelligente et elle va nous apporter la connaissance. Et c'est comme ça qu'on va arriver à développer une perception intuitive de plus en plus importante. Maintenant, si vous voulez bien, je vais vous parler donc de l'aspect évolutif dans sa dimension plus pratico-pratique, parce qu'évidemment, je vais vous parler donc du jeu de cartes, entre autres, qui a été comme conçu, qui est un produit à quelque part qui a été développé, donc qui tourne sur l'aspect évolutif. Donc, je vous ai présenté le gros livre tout à l'heure. Ici, donc, il y a des cartes qui ont été développées. Mais avant donc d'aborder les cartes comme telles, l'idée de la spirale évolutive, c'est qu'on peut apprendre, donc, dans un premier temps, par une démarche intuitive. Bon, on va commencer par le départ. Où est-ce qu'il mon gros livre? Je l'avais. Ah, il est ici. Donc, ce gros livre-là, quelque part, comme il était 700 pages, évidemment, j'ai dû faire des choix. Et ce livre-là, finalement, pour arriver à définir un profil. Le profil, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de dire quelles sont les conditions énergétiques de mes 7 chakras. Il a fallu que je fasse le choix que dans ce livre-là, je demande aux gens de le faire par résonance, mais une résonance intellectuelle. Par exemple, je lis la définition du créateur en moi et je constate que je me sens très proche du créateur hypoactif, par exemple. OK? Donc, le fait que je me sente très proche du créateur hypoactif, ben, c'était fait parce que j'ai lu la définition et je me suis senti très, très en résonance avec. Donc, c'est comme une loi intellectuelle que je le fais. Et ça a été parce que le livre était trop important, puis je ne pouvais pas aborder l'aspect intuition dans ce livre-là. Suite à ça, je suis en train de finaliser un livre qui s'appelle La spirale évolutive en pratique. Il existe une version qui s'appelle En bref présentement, mais qui va devenir en pratique, qui va être grossi et qui va vous permettre justement de découvrir de quelle façon qu'il est possible d'utiliser l'intuition, la pleine conscience intuitive, pour justement identifier vos chakras. Alors, il y a 3 façons qui va être proposé dans ce livre-là de découvrir votre profil. Il y a celui dans lequel on dit, ben, j'ai mon profil de base. Mon profil de base, c'est que par intuition, je vais apprendre à me reconnaître pour chacun des chakras, la condition énergétique qui résonne en moi intuitivement. Donc, c'est plus intellectuel. À la limite, je n'ai même pas pris le temps de lire les définitions. Je me mets vraiment en relation avec ce qui résonne en moi intuitivement. Et ensuite, bien évidemment, je peux aborder le questionnement pour arriver à comprendre la raison d'être de cette relation-là avec l'énergie en question. Donc, ça, c'est un profil de base qu'on va apprendre à faire à ce moment-là. Puis, évidemment, il est possible de faire un profil d'un événement de vie et un profil d'un domaine de vie. Alors, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, un événement, ben, c'est assez simple, c'est-à-dire que moi, j'ai à 5 ans vécu une expérience d'abandon. Ben, je pourrais très bien décider de me mettre en relation avec cette expérience de l'abandon de l'âge de 5 ans, puis arriver donc à définir quelles sont les conditions énergétiques associées aux 7 chakras de cet événement-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'âge de 5 ans, quand j'avais cette situation-là, j'avais une certaine condition énergétique qui a tendance à se répéter encore aujourd'hui. C'est-à-dire que par moment, je me sens abandonné et dans ces moments-là, ben, je reproduis à quelque part cette même condition énergétique que j'avais vécue à l'âge de 5 ans. C'est d'où là l'intérêt de le faire. Puis évidemment, un domaine de vie, mais ça veut donc dire de constater que je pourrais avoir envie de faire un profil de vie pour mieux comprendre mes relations amoureuses, mieux comprendre ma vie professionnelle, mieux comprendre mon domaine financier, mieux comprendre mon enfant intérieur, mieux comprendre ma santé ou mieux comprendre ma spiritualité. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du domaine de vie. Donc, ça veut dire qu'on peut jouer dans cet univers-là pour apprendre à explorer la pratique. Si vous voulez bien, pour donner un peu plus de couleur à tout ça, on va faire des démonstrations. Je vais juste répondre à des questions avant qu'on commence ça. Une couleur que l'on aime. OK, j'avais répondu à ces questions-là. C'est bon, OK. Donc, si vous voulez bien, on va prendre le temps je vais prendre le temps de prendre une personne avec laquelle je pourrais faire une démonstration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de jouer le jeu?
à juste se présenter ou à me dire sur ah, c'est Marie-Soleil qui a dit oui. OK, donc on va commencer avec Marie-Soleil, puisque Marie-Soleil a manifesté la première, son intention. OK, alors Marie-Soleil, est-ce que tu as un thème particulier que tu aurais voulu qu'on explore? Je n'entends pas ton micro est pas ouvert. À travers les sept familles d'âmes, Pardon? de quelle partie tu veux qu'on... Juste parce que je n'ai pas compris la question, en fait. En fait, si tu as un thème particulier que tu voudrais qu'on explore. Euh, ben, de découvrir dans les sept familles d'âmes, lequel qui me rejoint le plus, lequel que je veux le plus à travailler. OK. Alors, évidemment, c'est une bonne question. Puis, évidemment, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais simplement prendre le temps de voir comment, où l'énergie circule en toi, puis où ça semble se manifester le plus aisément ou le plus difficilement. En tout cas, quelque chose qui va apparaître comme dominant. Tu vois, le chakra dominant, c'est lui, finalement, qui va nous permettre de voir quelle est la façon à toi la plus naturelle de t'exprimer présentement. Quand je dis présentement, ça ne veut pas dire présentement, aujourd'hui, au moment où on parle, mais dans une tendance. OK? Parce qu'évidemment, c'est pas quelque chose qui bouge tout le temps, ça, hein. C'est-à-dire que quand on regarde un travail intuitif, on voit bien qu'il y a des zones des chakras quelque part qui ont une dominance, et cette dominance-là peut avoir une certaine durée de vie. OK? C'est-à-dire qu'elle peut rester dominante pendant un certain temps. Puis l'objectif, évidemment, de faire un travail sur soi, mais c'est d'apprendre justement à davantage harmoniser chacun d'eux, chacun des chakras, pour être capable d'avoir une spirale évolutive qui soit la plus harmonieuse. C'est ça un peu l'objectif de tout ça. Donc, on va regarder ça maintenant, Marie-Soleil. Toi, ce qui ressort le plus clairement chez toi, c'est le créateur. Mhm. Alors, je ne sais pas si ça te surprend que ce soit le créateur, mais bon, c'est quand même, c'est ça que j'observe. Et ce que j'observe aussi, c'est que le créateur, il parle beaucoup, mais il ne fait pas grand-chose. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possibles, de potentiel, de créativité est là. Il y a une créativité qui est là, mais en même temps, il y a une difficulté à incarner cette créativité-là pour lui donner une prestance physique. Tu vois? Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça. C'est très juste. Je suis éparpillée. Chant, théâtre, musique, écriture, poésie, mystique. C'est très relié au spirituel aussi. Ça fait que oui, ça me parle. Ouais, ouais. Ouais, puis ce qu'on voit par contre, tu vois, ça me fait penser au désalignement par rapport au chakra de la gorge, c'est que on voit quelque part que tu sais, tu pourrais être en paix avec ça, ce sentiment que je viens de te décrire, mais moi, ce que je sens, c'est un peu comme quelqu'un qui parle, tu vois, mais pendant qu'elle parle, elle fait pas qu'est-ce qu'elle devrait faire, tu vois. C'est-à-dire elle a des talents, tu peux faire beaucoup de choses, mais ces beaucoup de choses-là, quelque part, c'est comme un peu comme si on levait beaucoup de poussière, on disait, regardez, regardez, je fais plein de choses, je suis très active, etc. Mais oui, mais tu fais pas l'essentiel. Tu as beau faire tout ça, là, tu perds ton temps. J'exagère en te le disant comme ça, OK? C'est bien exagéré, hein? C'est juste pour faire comprendre que il y a quelque chose en toi qui assume pas c'est ça que je sens, c'est que derrière ça, il y a quelque chose que tu dois assumer. Et pour moi, ce que tu as peur d'assumer, ça touche à quelque part quelque chose de plus émotif, c'est plus sensible, c'est plus toi, c'est plus ta nature profonde. Et cette nature profonde, elle est associée à de la peine, à de la peine. C'est pourquoi, quelque part, c'est plus difficile pour toi de la laisser émerger, parce que justement, c'est tout en relation avec l'incapacité ou tu sais, quand on dit, je ne serai pas à la hauteur, je ne serai pas capable, je suis pas assez bonne. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là que je sens de ça. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Oui, ben oui, ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. Il y a une manque de confiance en mes capacités, que je pourrais dire. Mm. Puis là, on va essayer justement d'équilibrer un peu la région de la gorge, puis on va voir parce que quand on équilibre l'énergie, qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est un genre de potentiel. C'est-à-dire que plus l'énergie est équilibrée, plus on se rapproche justement du créateur dans ses versions équilibrées. Et c'est ça qu'on va essayer de voir un petit peu avec toi, qu'est-ce qui va en résulter. Tu sais, ce que je sens quand l'énergie de la gorge est plus équilibrée, la première chose qu'on sent quand même, tu sais, c'est quand l'adulte doit faire des choix. Alors, quand on est un adulte et qu'on fait des choix, on doit dire non, par exemple. Tu sais, quand on dit non, ben, il y a quelqu'un qui peut être déçu, hein, parce qu'on a dit non à quelqu'un. Tu sais, il y a inévitablement une nécessité de devoir se positionner pour reconnaître qu'il y a des choses qu'on a envie de s'investir, puis il y a des choses qu'on n'a pas envie de s'investir. Et que si on fait ça,
ben on ferme des portes, puis on en ouvre, tu vois. Et j'ai l'impression qu'au niveau de la région de la gorge, il y a quelque chose de cet ordre-là, comme s'il y avait en toi une femme super cool, super sympathique, super ouverte, super adaptable, mais que finalement, c'est elle qui passe son temps. Parce qu'à force de vouloir être adaptable, de vouloir être super cool, super gentil, super compréhensive, super toutes sortes de choses, qui sont toutes des qualités, hein, on peut voir ça comme ça, mais en même temps, ça cache une femme qui dit non, j'ai plus envie. Et celle qui a plus envie, c'est elle qui, je pense, te rapproche de ta véritable expression. Parce que quand tu commences à dire j'ai plus envie, ça veut dire on dit que tu ramasses ton énergie dans une direction. Et cette direction-là, ben, effectivement, te met en lumière. C'est-à-dire que tu reconnais que tu as envie de concentrer ton énergie dans une certaine direction, puis qu'il y a un spot de lumière qui est là, puis que quand tu reconnais que tout ça, tu as envie de prendre cette direction-là, ben, le spot de lumière t'illumine, tu vois, tu deviens lumière, tu deviens quelque part vu, tu vois, reconnu. Et c'est là, quelque part, que je sens que tu as de l'appréhension parce que je pense que tu te mets de la pression, un peu comme quelqu'un qui voudrait atteindre des sommets. Tu vois. Avant même de commencer quelque chose, elle se met la barre très, très haute. Et quand elle se met la barre très, très haute, ben, à quelque part, c'est là qu'elle ne se sent pas capable d'assumer justement cette lumière qu'elle souhaite acquérir. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça. Oui, mais on dirait que c'est plus, ça fait plus partie du passé. OK? On dirait que j'ai comme switché, voilà un mois, que ça fait plus. Il y a un alignement qui se prépare ou qui est là plus maintenant. Mais en même temps, ça fait cool. J'aime ça le monde. Moi, c'est comme si je suis cool. Tu sais, c'est comme ça se fait naturellement. Je vois pas que je fais semblant. J'ai pas dit que tu es semblant en passant, hein. C'est pas ça que je voulais dire si je l'ai dit. Je voulais dire plutôt, en fin de compte, c'est que toutes ces qualités que je t'ai nommées, OK, c'est des Mhm. qualités. Et ces qualités-là, quelque part, pourquoi tu les as acquises? C'est parce qu'à quelque part, elles sont naturelles. Tu les as. C'est toi, tu vois. Donc, c'est pas un mensonge, c'est pas, tu joues pas à la comédie, tu es toi-même comme ça. Sauf que quand on a ces qualités-là, c'est fluide. C'est tellement fluide que, ah, ben, moi, je suis capable de faire n'importe quoi, donc je fais n'importe quoi. Tu vois, c'est un peu comme l'image. Tu vois. Je fais n'importe quoi parce que je suis apte à le faire. Sauf que quand on veut quelque chose, on est obligé de vouloir finalement focuser dans une certaine direction. Et c'est là qu'on est obligé à quelque part de dire non à certaines voies, à certains chemins, parce qu'on se dit, ben non, mais là, c'est vrai que je préfère tout ça, là, mais si je m'écoute, là, ben ça, j'ai Mhm. plus envie, puis ça, j'ai plus envie parce que moi, je veux aller dans cette direction-là. Tu vois, c'est là qu'il y a une maturité qui n'est pas toujours facile. Ça demande Oui, une force d'oser le faire parce que comme c'est facile pour toi, les gens pourraient te dire, mais voyons, Marie-Soleil, tu peux le faire, tu l'as toujours fait, pourquoi tu voudrais changer? Mais c'est là que tu vas dire, ben oui, mais parce qu'aujourd'hui, je décide de me prendre au sérieux. Tu vas me prendre au sérieux. Mais voyons, Marie-Soleil, tu ne prendras pas au sérieux, tu ne vas pas devenir plate de même, tu ne vas pas commencer tu sais, c'est un peu comme ça, quelque part. L'idée de te prendre au sérieux, c'est comme ça, quelque part, tu devenais plate, d'une certaine façon, parce que tu répondais plus à cette espèce de feu d'énergie un peu qui va un petit peu dans toutes les directions, qui est le fun, puis en même temps, quelque part, qui t'amène à toucher à plein de choses, mais à pas te prendre au sérieux. Et le prendre au sérieux, mais c'est un engagement. Et cet Mhm. engagement, tu le fais avec qui? Mais tu le fais avec toi. Donc, c'est positif, là. Mais ça demande évidemment que tu te donnes la permission de faire ce choix-là. Tu comprends? Oui, 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 là, je comprends, c'est très clair. C'est comme euh, arrêter de papillonner un peu partout, puis de choisir qu'est-ce qui nourrit vraiment le cœur et l'âme et m'aligner là-dessus au lieu de m'éparpiller parce que ah, ça c'est le fun, ça c'est le fun, ça c'est le fun. Mais il y a quelque chose qui me rejoint davantage, mais il y a le deuil de laisser des choses qui étaient nourrissantes, mais pas autant que maintenant. C'est Tu sais, ça. puis ce que j'ajouterais, c'est que le chakra sacré, tu vois, le chakra sacré, il y a quelque chose en toi avec lequel tu n'es pas à l'aise dans ce chakra-là. C'est pourquoi tu as développé toutes les compétences qu'on a vues tout à l'heure. C'est que dans ton chakra sacré, il y a quelque chose de l'ordre d'un être, on va l'appeler comme ça, un être profond et plate. On va dire ça comme ça. Un être profond et plate, c'est un être qui a une certaine sagesse, une certaine maturité, une certaine richesse aussi, mais en même temps, il est plate, il est plus austère, il est plus à quelque part, il se prend plus au sérieux, il est moins à quelque part easygoing, il est moins facile, il est moins adaptable, il est moins cool, parce que justement, il a envie, lui, à quelque part, de se réaliser. Et c'est quelque chose que tu as toujours fait peur, j'ai l'impression, parce que cette position-là est plus dangereuse, parce que ce sage-là, il se prend au sérieux. C'est un gars, quelque part, qui a une volonté de rigueur aussi
Donc, il n'a pas peur, lui, de manger bouchée double. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là que je sens de ça. Je ne sais pas si tu es encore là, Marie-Soleil. Oui, je suis là. Ah, OK, je te voyais plus pour ça. OK, c'est bon. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça me parle ben, au niveau plus de, tu sais, la profondeur, être plate, euh, c'est plus de rejoindre moins de monde parce que si je suis dans, mettons, dans la sagesse ou plus dans l'écriture, plus de quelque chose de centré, ben, je vais devenir plate pour les autres. Je ne serai C'est pas le ça. clown qu'on aime, puis que, ben, c'est ça. Ça fait que c'est là que je rejoins comme le sérieux, la profondeur, que si je laisse ça jaillir, mais je vais devenir plate. Ça sera pas le fun, là. Mais Pour... ça dépend pour qui, hein. Tu vas peut-être Ben, être, c'est ça. tu vas peut-être être place, mais tu vas peut-être avoir bien du fun, tu sais. Mais c'est ça, Tu vas être c'est plate pour comme les autres. c'est une idée qui a passé. Mhm. Une croyance, tu sais, Ouais, ouais, je qui n'a pas comprends. lieu d'être. Ouais. Mm. Mais tu vois, donc finalement, là, on ne fera pas la spirale évolutive, le profil de tous les chakras, mais tu vois, déjà, on voit que le chakra de la gorge, chakra sacré est hypoactif, le chakra de la gorge est plus désaligné. Là, on a cherché à l'équilibrer, mais c'est sûr qu'on pourrait continuer là-dedans, mais tu vois, c'est un peu le concept, c'est d'apprendre justement à jouer autour de ça pour arriver à faire vivre les chakras, puis à leur donner quelque part leur véritable expression, tu vois. Oui, mais par rapport au jeu de cartes, Oui. c'est quoi le lien avec le jeu de cartes? C'est que tu prends la carte, mettons, du créateur, puis là, ben, ça va nourrir ton cheminement, puis donner des... Oui, mais j'y arrive justement. De OK, toute façon, le jeu de cartes est ici. oui. Donc, en fin de compte, il y a 56 états de conscience dont je voulais parler tantôt avec la spirale évolutive. Donc là, on vient de voir un petit peu l'aspect plus pleine conscience intuitive versus spirale évolutive, comme de quelle façon qu'on peut combiner les deux. Puis évidemment, on peut aussi le faire avec les jeux de cartes. Alors, le jeu de cartes, finalement, quel est l'intérêt de ça? C'est que quand on a un jeu de cartes, ça veut dire qu'il y a 56 états de conscience qu'on va retrouver. C'est-à-dire que, par exemple, ici, c'est le communicateur équilibré que l'on voit ici, tu vois? Alors, le communicateur équilibré, c'est un état de conscience. Ensuite, par exemple, je vais vous en prendre un autre. Là, ça, c'est ici, là, ça, c'est le spirituel hypoactif. C'est l'existentialiste dont je vous avais parlé tantôt. Vous voyez? Alors, dans les cartes, finalement, comment ça va fonctionner, c'est qu'on va, la connaissance de la spirale évolutive, hein, du livre, la connaissance de la spirale évolutive, c'est de la théorie. Cette théorie-là, quand on la fait vivre à l'intérieur de soi, elle devient quelque part des concepts. C'est un peu comme l'astrologie, c'est un peu comme les chakras, la lecture intuitive des chakras. Pour être capable de faire une lecture intuitive des chakras, on doit être capable de reconnaître c'est quoi un chakra. On doit être capable d'avoir un concept théorique en dedans de soi pour être capable de s'ouvrir au chakra, pour être en mesure d'enrichir finalement notre perception intuitive autour des chakras. Donc, le jeu de cartes, lui, va nous aider simplement à pouvoir renouer contact justement avec cette connaissance-là. Maintenant, si on n'a pas envie d'aller dans cette démarche trop intuitive, pour commencer, il y a un livre qui a été conçu qui s'appelle le livret abrégé du jeu de cartes, alors dans lequel chacune des cartes il y a une explication pour chacune des cartes dans le livre. Donc, quelqu'un qui n'a pas envie il peut prendre simplement une carte, puis simplement aller voir dans le livre quelle est l'interprétation de la carte en question, puis il va constater que dans chacune des cartes, il y a la cause, la conséquence, puis la solution. C'est-à-dire que pour chacune des cartes, dans chacune des cartes, vous allez voir ici, il y a trois petits dessins cause, conséquence, solution. Alors, pour chacune des cartes, c'est toujours comme ça. Donc, il y avait la condition énergétique, ça, c'est le communicateur authentique. Vous voyez ici, c'est la version équilibrée, donc le chakra est ici très énergisé. Il y a donc le communicateur équilibré qui est là. Vous avez l'authentique qui est l'état de conscience qui est associé à ça. Et vous avez donc trois informations ici qui sont cause, conséquence, solution, qui correspondent au mouvement énergétique des chakras. C'est-à-dire que ça, c'est le mouvement centripède, qui est un mouvement qui va plus vers l'intériorité, qui nous ramène vers la cause des choses. Ça, c'est un mouvement adaptable qu'on appelle, c'est-à-dire que ça varie, on varie entre le centripède et le centrifuge, c'est-à-dire que selon le choix que nous on fait face à un événement, on va soit revenir vers le passé ou soit qu'on va aller vers l'action. Le centrifuge, lui, va nous amener vers l'action, vers la solution. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est vraiment comme une façon de travailler sur les chakras qui nous permet de comprendre une dynamique énergétique. Alors, si on n'y va pas qu'intuition, on peut vraiment aller avec le livre. Le livre va nous donner des informations. Sauf que quand on apprend à jouer
avec, même avec le petit livre, et qu'on prend le temps de l'intégrer, ou qu'on prend le gros livre, qu'on prend le temps de comprendre chacune des composantes qui sont associées aux cartes, bon, on constate que c'est de la théorie qu'on a en soi, mais cette théorie-là devient vivante parce qu'on commence à jouer avec les cartes et les cartes vont nous amener justement à découvrir la symbolique de chacune des cartes et de nous permettre justement de développer un langage intuitif de plus en plus riche, de plus en plus intéressant. Donc, les cartes vont simplement nous aider à stimuler notre démarche intuitive. Puis évidemment, plus ou moins, on peut donc se lancer avec le livre, avec la théorie du livre qui nous permet d'expliquer les cartes, ou on peut y aller avec le gros livre pour nous permettre d'approfondir davantage. Puis évidemment, si on a la pleine conscience intuitive, ben, c'est encore plus facile de le mettre en évidence à ce moment-là. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait que je lui fasse expérimenter le jeu de cartes? On va y aller comme ça va être plus facile. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait que je l'expare les cartes? Donc, je vais simplement prendre une carte pour la personne à quelque part, puis on va regarder ce que ça va donner, si ça vous dit. Donc, Louise. Alors, Louise, c'est toujours la même Louise, c'est ça? Oui, d'accord. Donc, je vais te proposer je vais prendre une carte en sachant que c'est toi, Louise, qui a, à moins, as-tu un thème particulier? Non? L'amour inconditionnel, c'est ce qui m'est venu. OK. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui est arrivé. Bon, je vais regarder ça. OK, Stéphane, peut-être que je reviendrai avec Stéphane aussi. J'ai peut-être négligé de voir la première personne, mais enfin, bon, on va pas. Donc, l'amour inconditionnel, on va prendre une carte. OK. C'est pas pire, ça. Je sais pas si tu la vois. Est-ce que vous la voyez, la carte, ou pas? Oui, Oui. Alors, je vais vous dire un petit peu le mot, l'état de conscience qui est associé à ce. C'est le philosophe hyperactif. Vous vous rappelez, le philosophe, c'est le chakra frontal. L'hyperactif, évidemment, ça met en évidence l'aspect intuitif. OK? Et le mot-clé pour refléter cet état de conscience-là, c'est le perché. Le perché, c'est un terme que j'ai appris en France. C'est moins québécois que français, mais ça reflète bien quelque chose. Le perché, vous comprenez, au Québec, je pense qu'on comprend aussi, le perché, c'est quelqu'un qui, qui est un peu plus, un petit peu trop haut dans le ciel, hein. Il n'est pas nécessairement enraciné. OK? Donc, c'est un peu, la carte reflète un peu cette information-là, c'est-à-dire que le philosophe a une hyperactivité, donc on est plus dans l'intuition que dans la raison, dans le rationnel. Et le perché, bien évidemment, c'est ce que je vous disais tantôt au niveau de l'hyperintuitif, c'est qu'on est trop orienté donc dans les sphères intuitives et moins dans la sphère rationnelle. C'est un peu comme ça qu'on décrirait ça. Et puis avant, il y avait ensuite trois bulles. Il y a trois petites illustrations ici que vous voyez. Donc, la cause, la conséquence, la solution. Je vais prendre le temps de regarder justement qu'est-ce qu'il dit le livre, puis ça va vous permettre de découvrir un petit peu comment le livre fonctionne aussi. Donc, l'hyperactif, le perché. Donc, alors, voilà. Alors, ça, c'est le texte, le petit livre qui vous explique un peu, donc, le texte qui est là, cause, conséquence, solution du perché. Donc, je vais prendre le temps de regarder. Alors, vous voyez la cause, mais la cause. Son message vous indique que vos intuitions sont animées par des informations qui apparaissent perchées et sans dimension pratique. Donc, c'est vrai que ça reflète un peu ça quand même, Louise, hein, sans vouloir te vexer. Ton thème de l'amour inconditionnel, je pense que c'est ça. Donc, ça, c'est la cause. Maintenant, on va un petit peu plus loin que ça tout à l'heure, parce que là, je vais vous faire la présentation du livre qui ne va pas en profondeur quand même, parce qu'il y a un autre livre plus élaboré que je suis en train de faire sur le jeu de cartes. Celui-là, il va avec le jeu de cartes, puis c'est un tout petit livre qui se veut assez simple, mais il y en a un autre qui va plus expliquer les cartes, qui va plus expliquer les informations, qui va venir, qui est en cours. Donc, la seconde carte, c'est la conséquence. Son message, donc la carte ici, donc vous voyez que ça, c'est la première étape, c'est la personne qui est couchée ici, qui est un peu comme dans un processus, comme elle s'abandonne vers le ciel, on pourrait voir ça comme ça. Et ici, vous avez la deuxième carte qui reflète comme un iceberg dans la glace, hein. Alors, son message vous informe que vous ne percevez que la pointe de l'iceberg et que votre compréhension de la réalité est trop superficielle. Donc, si on réfléchit un peu à l'idée que l'amour inconditionnel, ben, à quelque part, ben, l'amour inconditionnel, c'est la pointe de l'iceberg. Et on pourrait penser qu'une compréhension de la réalité qui
peut être derrière cette pointe de l'iceberg-là. On pourrait approfondir notre compréhension de l'amour inconditionnel si on prenait le temps de le faire. Puis on va y revenir avec l'intuition, parce que l'intuition va nous aider dans ce cas-là, puisqu'évidemment, c'est un livre finalement qui donne des informations assez sommaires de base, hein. La solution, qui est donc la petite médaille qu'on voit qui tourne un bord puis de l'autre, c'est que son message vous propose d'adopter différents points de vue pour percevoir la réalité de la façon la plus juste possible. Donc, tu sais, quand on parle de l'amour inconditionnel, ben, la façon d'aller plus loin dans cette compréhension de l'amour inconditionnel, ce serait de commencer justement à dire, ben, qu'est-ce que c'est que l'amour conditionnel? Qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? Puis de prendre le temps de réfléchir sur les différentes manifestations de l'amour. Ça serait une façon, quelque part, donc déjà, euh, d'envisager, d'approfondir notre compréhension du thème qui a été proposé avec la carte qui était présente ici. Est-ce que Louis, qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de te dire? Je te remercie, Sylvain. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste, c'est arrivé comme ça, le sujet amour Pas grave, t'as pas à inconditionnel. t'excuser. T'as pas à t'excuser, on s'amuse tous ensemble, hein. Donc, c'est pas moi, c'est simplement l'idée quelque part qu'on s'amusait à le faire. Puis là, je te dis un peu qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais prendre le temps de regarder un peu plus intuitivement, si tu veux bien. Oui. Donc, toujours avec le même thème, donc c'est la même carte finalement avec laquelle on va prendre le temps de regarder. Alors, comment va-t-on faire ça? C'est que là, on va prendre le temps de. Je me mets avec la carte, évidemment, mais je me mets en relation avec Louise. Et en faisant les deux à la fois, bien évidemment, il y a donc des informations qui vont émaner. Donc, tu vois, c'est un peu comme le jeu de cartes devient à ce moment-là un dynamiseur aussi qui me permet d'aller chercher l'information sur mon partenaire. Toi, Louise, ce que je perçois quand je me mets en relation avec cette carte-là et ce que tu le thèmes, c'est tu sais, l'impression quelque part de quelqu'un qui se met à courir, mais est tellement vive, la personne, elle veut tellement aller vite qu'elle tombe par terre. Tu vois, c'est comme ça, quelque part, elle avait perdu pied parce qu'elle n'était pas assez ancrée, elle n'était pas assez dans ses jambes, tu vois. Puis le fait de se retrouver comme ça, c'est un peu comme si j'avais l'impression que il y a, t'as une vision à quelque part, tu es très connecté vers le ciel, toi, tu es très connecté vers les sphères intuitives, en fin de compte, comme on l'a vu, hein. Tu es plein d'informations, tu as plein tu as beaucoup d'activités à quelque part à ce niveau-là, puis qu'en même temps, ces activités-là, effectivement, tu as la difficulté à les faire descendre dans ton corps. Et comme tu as la difficulté à les faire descendre dans ton corps, ben c'est là justement que, pour moi, le manque de digestion, tu sais, le manque d'assimilation des expériences qui font effectivement que tu es appelé par plein d'informations qui sont un petit peu comme dans le spirituel, si on peut voir ça, comme le cosmos, puis qu'à quelque part, ben, tu as la difficulté à prendre ces informations-là, puis à les digérer pour leur donner une expression plus matérielle, plus terrestre, tu vois. Puis j'ai l'impression que quand on cherche à faire descendre un petit peu l'énergie justement du perché en toi, tu vois, donc on peut donc interagir avec la carte toujours pour la faire descendre dans le corps de la personne. Puis qu'est-ce qu'on sent de ça? C'est que j'ai l'impression finalement il y a une femme en toi qui est déçue de la vie et qu'elle est déçue de la vie. Puis c'est pour ça quelque part qu'elle cherche à donner un sens à sa vie qui soit plus stimulant, qui soit plus pour moi, le côté spirituel que tu as pu développer est relié justement à cette envie que tu as que ta vie soit plus stimulante, plus excitante, plus harmonieuse, que tu aies le sentiment quelque part de donner un sens à ta vie. Parce qu'au fond de toi, il y a un manque de sens. Et ce manque de sens est beaucoup relié au chakra du ventre, tu vois, puis au chakra solaire. Tu vois, comme si les deux chakras sont un petit peu comme en conflit, en combat l'un avec l'autre, parce qu'on n'arrive pas justement à donner à quelque part un sens aux actions qu'on voudrait mettre sur Terre. Tu sais, quand on dit être incarné notre propre lumière, c'est de mettre en lumière justement la femme. Tu sais, tantôt, tu parlais de l'amour inconditionnel. Moi, je vais te parler de l'amour conditionnel. L'amour conditionnel, c'est quoi? Mais c'est la femme, là, je fais une caricature, qui porte des talons hauts, la mini-jupe. Là, je suis en train de faire une grosse caricature bête et stupide, mais pour mettre en évidence que la notion de condition, c'est quoi? C'est que pour être aimé conditionnellement parlant, je dois quelque part m'incarner dans le monde terrestre. Et une femme pourrait penser que pour être aimée d'une façon terrestre, il lui faudrait porter des talons hauts, porter la mini-jupe, etc. Ça serait conditionnel. Le fait que pour être aimé d'un homme, il lui faut passer par ce chemin-là. C'est vraiment caricatural, hein? Puis c'est pas nécessairement vrai, mais dans la définition de la femme que tu peux avoir dans toi, il y a peut-être des conditions que tu t'es imposées pour être aimé d'un homme et pour être aimé, et que peut-être effectivement que tu pourrais justement apprendre à reconnaître que la femme qui est en toi, elle a envie de s'accepter, puis elle a envie peut-être aussi de s'ouvrir justement à un homme qui sera en mesure justement de l'accueillir telle qu'elle est. Tu vois, c'est un peu comme ça que je perçois ça. Qu'est-ce que tu en penses, Louise? Ça a beaucoup de bon sens. Merci, Sylvain. J'ai juste une petite question par rapport Oui. à digérer
les idées ou les intuitions? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire qui pourrait contribuer à une meilleure assimilation, mettons? Ben, si on vient avec le thème, ben, c'est ça de regarder le miroir, puis de manifester, d'incarner plus la femme en toi. Puis ça revient avec cette notion d'amour conditionnel. L'amour inconditionnel, c'est super, mais moi, je parle de l'amour conditionnel. L'amour conditionnel, c'est que tu te rends compte de 10 hommes devant toi, ben, il y en a un que tu vas choisir parmi les 10 parce qu'il va mieux correspondre à toi que les 9 autres. Tu vois? Il y a donc une notion ici de reconnaissance, à quelque part, d'un choix. Et ce choix est intéressant parce qu'il te permet de manifester la femme. Parce que la femme inconditionnelle, l'amour inconditionnel, c'est pas la femme, c'est l'inconditionnel, c'est plus une femme spirituelle, une femme sage. Alors que la femme conditionnelle, elle reconnaît l'amour conditionnel parce que justement, elle reconnaît quelque chose qui lui satisfait, qui lui fait du bien, puis il y a d'autres choses qui lui font pas de bien. Tu comprends? Oui, merci beaucoup, Sylvain. Bienvenue à toi. Donc, ça, c'était un petit peu pour le concept du jeu de cartes. Là, je vois qu'il y a des commentaires. J'essaie de comprendre ce qui était dit. Je ne sais pas si ça s'adressait à moi, mais on va regarder un peu. Oui, on utilise souvent quelqu'un qui délire un peu beaucoup. C'est mes petits livres complets. OK, je pense que je ne vais pas aller plus loin. Est-ce que je vois pas, je comprends pas les messages qui me sont donnés ici. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions maintenant sur ce concept du jeu de cartes? Parce qu'évidemment, le jeu de cartes, là, je viens de prendre une carte, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de tirer les cartes. On prend une carte au hasard comme ça, puis on l'interprète. On peut y aller avec trois cartes. Trois cartes, bien évidemment, c'est cause, conséquence, solution. OK, on va prendre le temps donc de focuser sur la cause pour la première carte, de focuser sur la conséquence sur la deuxième carte et la solution sur la troisième carte. Et la troisième version, que je trouve la plus intéressante, c'est la lecture des chakras. Donc, ça veut donc dire qu'on va partir du principe qu'on met ça sur une table, on va mettre une carte qui représente le chakra racine, une deuxième carte qui représente le chakra sacré, et ainsi de suite. Donc, on va trouver avec cette carte. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si on dit, ben, mon chakra racine, c'est cette carte-là, ben, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le chakra racine pourrait donc être en interaction avec le chakra frontal, le philosophe et hyperactif, le perché. Donc, c'est intéressant. Ça veut donc dire que chakra racine est en relation avec ce chakra-là. Donc, ça met en évidence que chakra racine a donc une corrélation avec le chakra frontal. Et ça veut donc dire que ça ouvre la porte à l'interprétation. Et c'est pour ça que tantôt, quand je vous parlais de l'intuition, bien évidemment, le jeu de cartes, si on commence à comprendre les concepts du jeu de cartes et qu'on commence à interagir de cette façon avec les chakras, bien, on apprend justement à faire confiance à une analyse qui nous oblige à quelque part à se laisser porter par ce qu'on comprend quelque part de l'énergie des cartes qui se dégagent de nous à ce moment-là. Vous comprenez? C'est ça qui peut être intéressant dans la façon d'utiliser le jeu de cartes. L'autre façon, ce qui est intéressant avec le jeu de cartes, c'est qu'on peut évidemment combiner le jeu de cartes avec les profils dont je vous ai parlé tantôt, qu'on pouvait faire intuitivement, et il y a donc des grilles qui sont proposées. Et à ce moment-là, les cartes peuvent aussi se combiner en se disant, ben, tiens, j'ai fait un profil, ça m'a donné cette information-là, puis tiens, je vais prendre une carte pour aller approfondir ma compréhension. Vous voyez, alors on peut combiner les deux outils à ce moment-là pour pouvoir enrichir notre travail. Vous comprenez, ça va? Et puis, le dernier outil, à quelque part, que j'ai développé, qui est en cours, celui-là aussi, parce que c'est quelque chose que j'avais écrit à une certaine époque, puis que je suis en train de retravailler, c'est les biorhythmes. Alors, les biorhythmes, finalement, c'est un concept, c'est le premier projet qui a été écrit sur la spirale évolutive, avant même le gros livre, et que j'avais fait un peu rapidement parce que j'avais une personne qui était proche de moi, qui m'aidait beaucoup dans mes formations et tout ça, puis qui me disait, ah oui, tu es prêt à le faire, faut que tu le sortes. Puis finalement, je me suis fait un petit peu porté par l'idée. Puis finalement, j'ai pris conscience qu'après, que c'était peut-être pas tout à fait mature comme projet, puis donc j'ai pas réédité le livre en question. Mais celui-là, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la spirale évolutive telle que je l'ai présentée jusqu'à maintenant, mais en relation avec l'astrologie. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire l'astrologie avec les chakras? Ben, à l'origine du projet, ça a été ça, finalement, qui a été mon dada. C'était de faire des corrélations entre l'astrologie et les chakras au départ. Et les biorhythmes, finalement, consistent simplement à reconnaître que euh, la spirale évolutive est en relation donc avec les signes de terre. Par exemple, c'est le bâtisseur est en relation avec les signes de terre en astrologie. Le communicateur est en relation avec les signes d'eau en astrologie. Le guerrier est en relation avec les signes de feu dans l'astrologie. Et le serviteur est en relation avec les signes d'air. OK? Ah, donc, à quelque part, donc tout le projet, finalement, me permet de faire une carte, genre de carte du ciel,
basé sur des biorhythmes dans lesquels je reconnais que, par exemple, moi, je suis lion, poisson ascendant lion. Ben, le poisson, c'est le communicateur. Le communicateur qui se trouve à être adaptable. Donc, c'est une version, justement, communicateur adaptable que je vais être. Alors que quelqu'un pourrait, par exemple, je ne sais pas moi, puis je suis à Lyon, OK? Donc, Lyon, c'est le guerrier centripède. Centripède, c'est le fixe. Le fixe, c'est le mouvement qui va vers l'intérieur. Voilà, ça nous permet d'arriver à développer un autre langage, en quelque sorte, avec la spirale évolutive, dans lequel j'ai une énergie primaire, qui est mon signe astrologique, que je vais reconnecter avec la spirale évolutive, et j'ai une énergie secondaire qui va être mon ascendant. Puis à partir de là, je vais pouvoir ensuite regarder les planètes, et les planètes vont simplement me permettre de comprendre justement l'interaction qui existe dans un thème, dans une carte du ciel, en fin de compte, dans lequel je reconnais que moi, je suis communicateur avec une énergie secondaire du guerrier et que finalement, les planètes vont refléter ma personnalité. C'est-à-dire que le soleil va être ma couleur, ma lumière, en fin de compte, mon ego dans ma lumière. La lune va être davantage mon intériorité. OK? Mercure va être davantage mon mental, Vénus, mes émotions, Mars, ma capacité de m'affirmer, de prendre ma place, Jupiter va être davantage ma dimension sociale, vous voyez, et Uranus va être toutes les sphères de la vie à quelque part à travers mon cheminement pour me libérer de mon ego, etc., etc. Donc, à travers ça, évidemment, ça nous permet de développer une autre façon de faire vivre la spirale évolutive. C'est un autre mode de communication, un autre mode de façon de fonctionner qui vont faire que chacun d'eux, à un moment donné, ben, deviennent se rejoignent les uns avec les autres et permettent justement de pouvoir s'amuser d'une façon ludique et de développer notre intuition à travers les différents modes de communication qui sont proposés. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que j'ai été clair par rapport à ça? Est-ce que vous me suivez? Concernant le livre, le jeu de cartes est déjà sorti, hein. Le livre avec le jeu de cartes est déjà sorti, sauf que ce qui arrive, c'est que j'ai décidé d'en faire un lancement officiel pour septembre à peu près. D'ici ce temps-là, bien évidemment, il est possible de suivre une formation. C'est ça qui va suivre la conférence d'aujourd'hui. Vous allez avoir accès à une page qui va vous permettre de découvrir un petit peu les projets dans lesquels les livres sont fournis, tout le matériel est fourni pour entreprendre donc la démarche de la spirale évolutive. Donc, si ça vous dit, ben, ça sera quelque chose d'envisageable. Puis évidemment, l'idée des biorhythmes, c'est une autre façon d'aborder. Alors, dans la formation, vous allez finalement passer à travers les différents outils de la spirale évolutive et toujours dans l'objectif, évidemment, de les enrichir les uns avec les autres. Parce qu'évidemment, c'est toutes des portes d'entrée pour arriver à comprendre la même chose, qui est donc la spirale évolutive, comprendre les 56 états de conscience et les regarder avec des yeux différents à travers les différents modes de fonctionnement. Donc, le jeu de cartes, les biorhythmes, les grilles d'évaluation et de soins qui sont proposées. Et puis, évidemment, donc, toute la démarche de la pleine conscience intuitive qui est proposée aussi à travers ça. Donc, c'est un voyage à travers une série de concepts qu'on va faire vivre en soi. Puis, évidemment, on peut faire vivre ça chez les autres, hein. On peut commencer à apprendre à faire des lectures sur les autres avec le jeu de cartes, avec la pleine conscience intuitive, avec les biorhythmes. On peut apprendre aussi à faire des thèmes sur les personnes. Donc, c'est ça un peu le concept qui est proposé à travers cette démarche-là. Est-ce qu'il y a des questions maintenant sur l'ensemble de ce qui a été dit ou sur d'autres sujets? Ah, tu as une question, sachant qu'on a de nombreuses planètes dans différents signes. Alors, évidemment, il faut comprendre évidemment que si il y a deux façons avec les biorhythmes de fonctionner, il y a la fonction, l'astronumérologie, c'est-à-dire qu'on peut symboliquement, à quelque part, reconnaître que les planètes ont donc une numérologie, donc des symboles, et on peut donc les attribuer dans un thème selon la numérologie, mais on peut également y aller selon les éphémérides. Les éphémérides, c'est qu'on est plus proche de la réalité astrologique, et à ce moment-là, on a un lit d'éphémérides, on regarde la date de naissance où on est né, et on va relocaliser les planètes, et on va ensuite reprendre ces planètes-là et les mettre dans le thème des biorhythmes de la spirale évolutive, et à partir de là, on va pouvoir ensuite voir les corrélations, les dynamiques énergétiques qui peuvent s'établir, puisque, par exemple, je peux constater que mon chakra du guerrier, qui est le lion, hein, dans l'astrologie, mais dans ma symbolique de la spirale évolutive, c'est le guerrier centripède, va peut-être effectivement être en opposition avec le chakra qui va être de l'autre côté, qui va être le guerrier centrifuge, par exemple. Vous voyez, alors c'est là qu'on commence à vraiment aborder un peu la même logique que l'astrologie, mais avec un regard vraiment beaucoup plus
qui est plus intuitif et qui est plus en relation effectivement avec la dynamique énergétique des chakras. Donc, ça peut être intéressant donc de le proposer. Si on ne fait pas la formation tout de suite, on peut se procurer les livres ou Amazon. Donc oui, le jeu de cartes n'est pas encore disponible comme tel chez Amazon, mais découvrez votre spirale évolutive en bref, et même le livre sur le jeu de cartes est disponible sur Amazon. Le jeu de cartes ne l'est pas encore parce que les frais pour envoyer sont trop élevés, donc je n'ai pas encore trouvé une solution. Donc je me suis donné jusqu'en septembre pour trouver cette solution-là. Mais vous avez également le livre Décodage intuitif et soins psychoénergétiques qui vous présente les 25 leçons pratiques pour développer la pleine conscience intuitive, qui est un livre aussi qui est disponible présentement sur Amazon. Et vous avez également le livre que vous avez sans doute téléchargé. Si vous ne l'avez pas fait, ben, je vous invite à le faire, qui s'appelle Le Messager, qui est un petit livre, celui-là, mais c'est un petit livre qui vous permet donc de comprendre davantage la pratique de la pleine conscience intuitive et de quelle façon que la mémoire peut affecter notre développement humain. Et dans ce sens-là, bien évidemment, ce livre-là va vous permettre de découvrir un message intéressant. Puis à la fin, on parle de la spirale évolutive un petit peu, parce que c'est un livre qui vient, que j'ai réédité, que j'ai amélioré. C'est un livre qui a quand même quelques années et qui a été réédité tout récemment. Et vous l'aviez en version PDF avec la conférence d'aujourd'hui, ou avec la première conférence aussi. Tu fais les conférences autres à l'étranger, ben oui, ça dépend où ce que tu es, mais je me promène. Ce qui est prévu actuellement, c'est la France, la Suisse et puis le Maroc pour la prochaine session. Donc en septembre jusqu'en décembre, je serai donc dans ces trois régions-là et Québec aussi, bien sûr, que je fais des activités de temps en autre également. Non, c'est à Bulle pour la Suisse, c'est plutôt à Bulle que je me concentre habituellement quand je vais en Suisse. Voilà. Bulle qui est bon, que vous connaissez, pas loin de Fribourg, en fin de compte, voilà. Et ça va être plus en septembre que ça aurait lieu. Donc, et je ferai d'ailleurs un enseignement sur la spirale évolutive, fort probablement pour cette période-là aussi, en septembre. Donc, ce serait en début septembre. Je dois confirmer d'ici vendredi les dates, là, mais ce serait en début septembre probablement, entre le 1er et le 14 septembre, 15 septembre, quelque chose comme ça. Mm. Là, on me demande est-ce qu'on pourrait faire une démonstration avec quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, concernant donc la biorhythme, si je comprends bien. Oui, ben, maintenant que vous êtes dans mon mail, vous allez recevoir les informations sur les activités que je vais faire dans les prochains. Là, je n'ai pas encore tout arrêté, c'est pour ça que je n'avais pas encore envoyé ça, mais vous allez recevoir ça dans les prochaines semaines, toutes les informations pour la rentrée, pour les enseignements aussi, tout ça. Voilà. Donc, est-ce que vous pourriez éventuellement faire une démonstration avec quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Tu voudrais que je le fasse avec toi? Ah, donc A, elle s'appelle A. Pour ceux qui sont inquiets de savoir qu'est-ce que je raconte, c'est qu'elle s'appelle A la personne. Oui, d'accord, c'est bien Virginie. Donc, est-ce que A, tu es là? Pas toi forcément. Donc, OK, ben, qu'est-ce que quelqu'un voudrait se prêter au jeu? On pourrait regarder un peu qu'est-ce que ça va donner comme expérience. Sylvain, il y avait Stéphane qui avait levé la main tantôt. Ah, merci. Tu as bien raison, Marie-Soleil, c'est vrai. Stéphane, où es-tu? Oui, bon. Est-ce que tu as un thème particulier que tu voudrais qu'on explore, Stéphane? Est-ce que quelque chose que tu voudrais qu'on explore? Le jeu de cartes, l'aspect intuitif de la spirale évolutive ou encore les biorhythmes? Ce que tu ressens. Est-ce que tu as un thème particulier, mon cher Stéphane? Ce qui viendra. Mais écoute, on va faire un genre de, comment dire, un genre de combo, je sais pas comment le dire, on va regarder un petit peu chacun des outils, mais vite fait, OK, ça va permettre aux gens de comprendre un petit peu mieux. Donc, première chose, ce serait de regarder ton énergie de base d'un point de vue intuitif, donc par la pleine conscience intuitive. Donc, je me mets en relation avec toi, puis je vais te dire qu'est-ce que je perçois. Tu vois, la chose qui ressort clairement pour toi, c'est le serviteur. Le serviteur, c'est le chakra du cœur. Puis évidemment, vous vous rappelez que l'hyperactivité, il y a l'hypoactivité et que quand on est dans l'hyperactivité, on se dévoue trop.
On se donne trop. Et ce que je sens dans un premier temps chez Stéphane, c'est ça. C'est qu'il y a quelque part une forme de fatigue chez lui au niveau du cœur, dû au fait qu'il s'investit trop et qu'il en a assez à quelque part, tu sais, un peu comme l'abus, hein. Quand on donne trop, ben, on arrive effectivement à constater à un moment donné qu'on se fait abuser parce qu'on donne, on donne, on donne, on donne, puis à un moment donné, ça devient inacceptable, tu vois. Et c'est ça un petit peu que je sens de toi, Stéphane, à ce sujet-là. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Tu dis oui, OK. Donc, ça, c'est une hyperactivité qui est là. Donc, on va essayer de faire une action pour voir comment ça s'équilibre, puis je vais lui dire qu'est-ce qui se passe. Toi, ce que ça met en évidence, c'est cette notion, tu sais, qu'on dit, si j'arrête de donner trop, ben, je n'existerai plus pour personne. Les gens, quelque part, vont plus me voir, vont plus me reconnaître, je vais plus exister finalement, tu vois. Et c'est intéressant, ça, parce que ça met en évidence une chose, c'est que, tu sais, quand on parle de l'amour de soi, quand on arrive à convenir que si on n'est pas en train de se donner corps et âme pour les autres, si on ne le fait pas, on n'existera plus pour les autres. Ça veut donc dire quelque part que nous, on n'existe pas pour nous, parce qu'on n'est pas dans un processus où on s'aime. Parce que quand on veut se donner aux autres pour exister, ça veut donc dire qu'on ne prend pas le temps de considérer que nous, on a le droit de s'aimer pour être en accord avec nous-mêmes, tu vois. C'est ça un petit peu que je sens de ça dans un premier temps, Stéphane. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça. Je dois devenir ma priorité, effectivement. C'est ça que je te dirais, effectivement. Puis, vous voyez avec les cartes maintenant, juste pour, on va prendre une carte au hasard, en sachant quelque part ce qu'on a vu de toi jusqu'à maintenant. On va y aller avec une carte. C'est toujours le philosophe. On est encore dans le même thème que tout à l'heure, mais c'est le scientifique, c'est l'hyperactivité, c'est l'hypoactivité du philosophe, le scientifique qui est ici, vous voyez en haut. Et il y a donc trois petits dessins, évidemment, qui nous indiquent la cause, la conséquence, la solution, comme de la même façon. Et si on prend le petit livre, on va jeter un coup d'œil, voir qu'est-ce qu'il va nous dire sur le philosophe hypoactif. Donc, le petit livre, il a été fait pour donner, comme c'est un aide, hein, mais c'est pas, comme je disais, on prend dans le détail de la chose, mais quand même, on va regarder qu'est-ce qu'il nous raconte sur le premier dessin, qui est le monde subjectif. C'est un livre sur la carte, le premier, la conséquence, la cause plutôt, c'est un petit dessin qu'on voit ici, et qui dit le monde subjectif. Donc, ça veut donc dire quelque part qu'on n'est pas dans l'objectivité, on est dans le subjectif. Alors, l'hypoactif, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est que le message de cette carte vous suggère d'aborder la réalité en étant rationnel, mais ouvert d'esprit. La cause, c'est son message vous informe que votre façon de voir le monde découle d'une perception subjective que vos croyances ont créée. Ensuite, la conséquence, qui est le deuxième dessin qui est ici, on voit que c'est bien ça, c'est une porte de prison, hein, qui est ouverte. Son message vous invite à quitter les réflexions mentales qui vous emprisonnent en osant remettre en question vos convictions. Tu vois? Et la troisième carte, qui est un monsieur qui regarde avec des jumelles, la solution, donc, son message vous propose de confronter la perception de la réalité en portant un regard plus juste sur celle-ci. Tu vois, donc ça reste quand même assez général, l'information de la carte. Puis évidemment, c'est comme plus comme un genre d'aide pour nous aider à comprendre la carte. Maintenant, si on utilise la pleine conscience intuitive pour jouer avec la carte, ça va nous permettre d'un petit peu approfondir pour Stéphane. Donc, en quoi cette carte-là, finalement, a une consonance avec Stéphane, puisqu'on a vu que son chakra du cœur était dominant et était hyperactif. Donc là, on va aller voir maintenant en quoi le philosophe a un rôle à jouer là-dedans. Tu vois? Toi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, tu sais, quand on dit quelque part, euh, je refuse de m'écouter. Je refuse de m'entendre. Je refuse de me reconnaître. Je refuse de respecter qui je suis. Tu vois, c'est tous des refus et qui font référence finalement avec ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire l'hypoactif, c'est le scientifique, c'est le rationnel. C'est celui, quelque part, qui est dans son mental. Et son mental, évidemment, si son mental, il a reçu une éducation qui lui a fait comprendre qu'il n'avait pas le droit
de tenir compte de lui, de tenir compte de sa sensibilité, de tenir compte de son monde intérieur, ben, ici, a appris à reconnaître ça, mais il a donc refusé de faire valoir qu'il avait le droit d'exister, tu vois. Et c'est ça un peu qu'on sent de cette carte-là, quelque part, et de ma perception intuitive, c'est comme si, quelque part, Stéphane avait appris justement à être très sévère avec lui-même, puis à ne pas se donner l'autorisation de faire confiance à son monde intérieur. Puis son monde intérieur, mais évidemment, c'est un monde qui n'est pas rationnel. C'est un monde qui est davantage un monde de perception. C'est là qu'on touche à l'aspect intuitif. L'aspect intuitif, il nous ramène à quoi? Ben, il nous ramène justement à dire, hey, j'ai le droit de m'aimer. Si j'ai le droit de m'aimer, ben, j'ai le droit quelque part de dire non à cette personne-là, parce que si je m'aime, ben, je ne vais pas m'autoriser ou m'obliger à devoir faire ça pour cette personne-là. Alors évidemment, c'est là qu'on commence à comprendre, évidemment, que quand on fait des actions comme celle-là, on est en train de créer un peu plus d'emprise sur notre propre capacité à nous aimer. Puis ça veut donc dire qu'on fait vivre notre monde intérieur avec plus de puissance et plus de force et qu'on est moins dans notre tête et moins dans l'obligation de devoir se conformer ou se comporter comme les autres voudraient qu'on se comporte. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça, Stéphane. C'est vrai? Bon. OK. Puis évidemment, bon, pour le biorhythme, c'est un peu plus difficile à mettre en application aujourd'hui parce qu'évidemment, ça veut donc dire qu'il faudrait tenir compte du signe astrologique de base, du signe de l'ascendant. Alors, dans le livre, il va y avoir comme des. On va éviter justement de passer par l'astrologie classique. Ah, t'es vrai, ça, c'est en lion. Hmm. Alors, toi, le Verseau, quelque part, qu'est-ce que c'est? C'est le serviteur. Le serviteur, c'est un signe d'air, hein, le Verseau, et c'est un signe fixe. Un signe fixe, ça veut dire centripède, c'est-à-dire un monde intériorisé. C'est-à-dire que mon ego se positionne par rapport à la réalité. C'est ça un peu le centripède. Donc, c'est plus rigide. On est moins dans une position d'adaptabilité. Le signe du lion est exactement la même chose. C'est un signe fixe aussi. Donc, on comprend ici que c'est un guerrier centripède. Alors, donc, serviteur centripède, guerrier centripède. Donc, vous voyez quelque part que c'est deux mouvements qui sont tournés vers soi. Donc, ce n'est pas des mouvements quelque part qui favorisent la communication. C'est-à-dire que le plexus solaire et le chakra du cœur ne sont pas dans un mouvement qui vont permettre une communication facile parce que justement, c'est deux mouvements quelque part qui sont renfermés sur eux-mêmes. Donc, c'est ça un peu qui fait aussi que dans un cas comme celui-ci, chez Stéphane, mais ça crée une dualité. La dualité entre le lion qui est relié au guerrier, qui est donc relié à la volonté d'exister, de rayonner, d'être vu, et le Verseau qui, lui, à quelque part, a une volonté justement d'être dans un processus, on pourrait presque dire ça comme ceci, de volonté, quelque part, de ne pas être vu. Tu vois, c'est comme un peu comme le lion veut être vu, le serviteur, le Verseau, qui est donc relié donc au serviteur, il veut à quelque part lui se mettre dans une position où il est au-delà de lui. Hein, c'est un peu comme, c'est ça un peu le dévouement, hein, quand on est dans une position où notre ego, on ne le reconnaît pas, mais on se met dans une position à quelque part où on se perd dans l'idée qu'on n'a pas d'ego et que parce qu'on n'a pas d'ego, ben, à quelque part, on est au service des autres. Et c'est ça un peu qu'on peut percevoir de ça. Et puis évidemment, ça veut donc dire, vous voyez bien qu'entre le chakra solaire et le chakra du cœur, il y a effectivement une notion je te remercie de me faire cette remarque-là. Donc, de circulation énergétique qui se fait difficilement. Donc, on va parler d'opposition en astrologie d'ailleurs, mais évidemment, A bien raison, on peut aussi parler de complémentarité. C'est l'objectif justement de ça, hein, c'est-à-dire que l'axe solaire-cœur, c'est un axe de complémentarité. Dans l'enseignement que moi je donne, justement, le chakra solaire et le chakra du cœur sont des énergies complémentaires, c'est-à-dire que le chakra solaire est relié donc à la volonté de s'affirmer et la volonté quelque part de rayonner en tant que leader, et le cœur, mais c'est cette capacité que j'ai d'accueillir ces qualités de leader tout en m'aimant, tout en m'apportant quelque part de l'amour, puis tout en ayant une volonté de collaborer avec les gens qui sont autour de moi, tu vois. Et c'est ça un peu l'idée de cette complémentarité, et c'est ça qui est le défi de Stéphane, justement, c'est d'apprendre à trouver un espace juste entre son envie de se reconnaître son droit d'exister et son envie, effectivement, de collaborer. Et ça reflète bien quelque part cette dynamique entre le plexus solaire et le chakra du cœur. Donc, c'est bon pour toi, Stéphane? Est-ce que tu aurais des questions? Donc, on a fait un petit peu les trois façons de faire la pratique intuitive grâce à Stéphane. Donc, je remercie Stéphane de sa participation. Ça permet de clore peut-être plus facilement la conférence. Est-ce que vous aurez des questions maintenant sur l'ensemble de ce qu'on a vu ou sur d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde avant de terminer? N'hésitez pas. Donc, vous allez recevoir le replay
comme toujours, hein. Puis vous allez recevoir également un lien de page de vente, donc vous pouvez jeter un coup d'œil. Alors, l'avantage de la formation qui est proposée, bien évidemment, c'est que vous pouvez être accompagné. Et la prochaine conférence, la troisième conférence qui était proposée, ça va être, on va parler de lecture intuitive et soins en groupe. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que je vais vous parler de cette conférence-là de tous les types de soins qui sont proposés à pratique de la pleine conscience intuitive, dans lequel on va parler donc d'un travail individuel. Moi, quand j'interviens avec quelqu'un ou quand mes étudiants vont faire des lectures sur une personne, de quelle façon qu'ils vont procéder, etc. Puis ensuite, on va voir tous les différents types de soins qui existent et on va voir également la lecture intuitive et soins en groupe parce que c'est un service, un nouveau service que je vais proposer qui va se faire en ligne. Donc, vous allez me dire, mais comment va-t-on faire ça? Bien, vous allez découvrir la prochaine conférence. C'est-à-dire que je vais tout vous expliquer ça en détail à ce moment-là et on pourra également vous faire expérimenter un petit peu à quoi ça ressemble, ce type de soins-là. Et ça va être une façon de vous accompagner, d'accompagner les gens qui vont suivre l'un ou l'autre des enseignements, parce que dans la première conférence, vous aviez eu 5 propositions d'enseignement. Là, ici, vous avez une sixième proposition. Et les gens, bien, quelque part, peuvent choisir l'une ou l'autre de ces propositions-là, bénéficier des lectures et soins en groupe et de consultations s'ils le veulent pour être accompagnés. Et les paiements peuvent se faire donc en un paiement, 3 paiements, 6 paiements. Donc, il n'y a pas de frais il n'y a pas de frais de, si vous prenez 6 paiements, par exemple, c'est le même prix que si on faisait qu'un paiement unique, hein. Donc, il y a quelque chose en même d'intéressant à ce niveau-là. Donc, vous avez donc déjà, j'ai envoyé le lien de la première conférence. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours me faire part. Si vous souhaitez communiquer avec moi, vous pouvez me faire part également de votre désir de communiquer avec moi pour qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce qui vous apparaîtrait le plus approprié parmi les options qui sont présentées. Puis voilà. Donc, merci à toi, Virginie, qui m'a dit que c'est passionnant. Donc, tant mieux, c'est préférable comme ça. Et je remercie donc à chacun d'entre vous d'avoir bien voulu participer. Donc, pas de questions. C'est bon, tout le monde parle le cœur léger. Vous avez bien dormi ce soir. Vous avez bien. Donc, puis ceux qui ne sont pas prêts pour se coucher, ben, j'espère que vous avez passé donc une belle fin de soirée. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vous envoie donc les informations dans les prochaines 24 heures pour le replay et tout le tralala. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation et je vous dis à très bientôt. D'accord? Au revoir à tous.